Alors que Paris s'endort, un autre monde s'éveille. À 7 km de la capitale, un lieu mythique. Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Il se passe des choses qu'on ne voit pas à Rungis. Et c'est tout à fait honnête. Un monde à part, invisible, qui vit la nuit et par tous les temps. Où l'on trouve les meilleurs produits du terroir. Cette couleur ivoire, c'est du beau foie gras, ça. Ça sent bon, on a envie d'en manger. Rungis, un monde de passionnés. 12 000 personnes travaillent ici, dans le froid et le bruit. Ils s'affairent pour nourrir chaque jour 18 millions d'Européens. Hey, Monave, qu'est-ce qu'on a pour ma sœur? Mais tu le sais, bordel, tu sais bien que j'ai des clients qui me le demandent, ça. Bon, ça fait rien, on va faire l'abricot, on va se détendre. Un marché secret où l'on partage des codes et des rites. Moi, je suis une fille de Rungis avec saucisson et coude rouge. Et on va faire l'apéro. Tous sont des épicuriens, comme Antoine Boucaumont. C'est génial. L'épicier du luxe qui reçoit les petits producteurs pour découvrir de nouvelles pépites. On est au bord de la mer. J'ai jamais goûté ça, jamais. Frédéric Masse, lui, est un amoureux du foie gras, qui sélectionne les meilleures pièces pour les palaces et les restaurants étoilés. Sur l'attaque, c'est bien, mais alors après, ça monte, ça monte. Il y a aussi ceux comme Alain Cohen, qui explorent la France à la recherche de fruits et légumes d'exception. C'est un bonbon, ça, regarde ça. Ou Jean-Christophe Prosper, le maître de la viande, toujours sur le terrain, en contact avec les éleveurs et leurs bêtes. Alors, cette vache-là s'appelle Asper, et Calme, et Boumaya. Des découvertes qu'il partage avec les plus grands chefs étoilés pour qu'ils subliment le travail des producteurs. La fameuse courgette violon de ce matin, et la fleur de courgette avec les bâtonnets de courgette. Ce lien entre le terroir et l'assiette, c'est la raison d'être des femmes et des hommes de Rungis. Il est 4 h du matin au marché de Rungis. Alors que la France entière est en train de dormir, un homme s'impatiente. J'attends le camion, là, mais on est un peu en retard. Là, on est speed ce matin parce qu'on a beaucoup de livraisons à préparer. Il faut que ça parte de bonne heure. Michel Descourtis a beau travailler à Rungis depuis 35 ans, chaque livraison est un petit moment de stress. 6h30, il faut qu'on soit parti. Pourquoi? Parce que nos clients, les restaurateurs, attendent nos produits. Eux, à 8h, 9h, ils sont déjà en place dans les cuisines. Il faut qu'on commence à tourner de livraison. Voilà le camion qui arrive, c'est parfait. On va procéder au déchargement. En provenance directe du Périgord, arrive la spécialité de la maison, le foie gras frais de canard. Michel prépare chaque matin les commandes pour ses clients, des épiceries fines et des restaurants étoilés. Rien que de le voir, je suis heureux, c'est un produit magnifique. Regardez ça, il y a une couleur super, regardez cette brillance, cette couleur ivoire, c'est du beau foie gras, ça. Ça sent bon, on a envie d'en manger, c'est frais. Là, j'ai une jeune en formation, elle vient du pays du foie gras, presque, elle est de Bordeaux. Hein. Malgré toutes les années que vous avez passées dans le foie gras, vous êtes encore heureux? Je m'en lasse pas. C'est un produit vivant, c'est un produit qui... Ouais, moi, j'adore ça, j'ai ça dans les tripes, quoi. Ouais. C'est pas mal, ça. Bon, Ludo, on y va, là, il y a le Bristol qui attend, il faut que ça parte en livraison de bonne heure, il faut commencer à trier. On a Bristol, Érisay, Robuchon, il faut que ça parte maintenant. Sur cette table, allez, près de 6 000 € de produits. On y va, on est parti. On a 60 kilos à faire. On s'y met à 3. Michel trie les foie gras un par un. Il sélectionne les plus belles pièces, celles réservées aux établissements de prestige. Oh, ça me convient pratiquement pas, ça, moi, Ludo, tu vois, pour le Bristol. Ça, c'est un peu trop, un peu foie de veau, un peu caoutchouc, un peu trop mou. Ça, je mets pas. Hein. Je vais vous expliquer. Voilà, ça, c'est un beau foie gras en termes de texture. Vous appuyez, voilà, vous mettez votre pouce, vous pouvez le relisser, il n'y a aucun souci. Il revient, c'est un foie qui revient, ce qu'on appelle un foie qui revient. Celui-ci ne reviendra jamais, vous pouvez y aller, ça ne revient pas, quoi. C'est caoutchouc. Les moins belles pièces seront préparées en terrine. Mais Michel ne vend pas qu'en France. Certains foie gras vont partir pour un très long voyage.
Ça, c'est des foies qui vont chez Joël Robuchon à Singapour, avec un emballage qu'on a fait spécialement pour eux. Ça voyage par avion. Ça va arriver chez notre client à Singapour demain, mercredi, et disponible jeudi. Donc, comme si on avait le foie frais chez nos grands chefs parisiens, bah là, c'est exactement la même chose. C'est bon, ça se termine. Bon, ben, on va partir en plateforme. D'abord, ils attendent pour fermer le container. Ce produit frais, extrêmement fragile, doit être dans l'avion dans moins de 3 heures. Il y a urgence parce que les colis ils sont fermés sur la plateforme dans Rungis. Après, une fois les containers fermés, il faut monter à Roissy. Les avions n'attendent pas. Si on arrive en retard, c'est trop tard. Et là, c'est la catastrophe. Ces colis partent pour la plateforme export de Rungis, avant d'être livrés dans le monde entier. Chaque jour, 30 avions spécialement affrétés en nourriture décollent de l'aéroport de Roissy. Ces carcasses de viande s'envolent pour le Japon. Ces fruits et légumes frais vont en Afrique du Sud. Il y a même des huîtres qui partent dans le désert. Ça va partir aussi. Ça part à Dubaï, ça. On met du gel hydrique qui permet de conserver une température entre 0 et 2 degrés. Elles arrivent fraîches. Tout à fait, comme si amené d'arriver à sortir du bac. La plateforme export de Rungis fonctionne comme une douane. Et comme un passager qui prend l'avion, les marchandises passent au rayon X. Rien à déclarer pour le foie gras de Michel. Dans 12 heures, il sera dégusté par de riches clients indonésiens. Des marchandises qui partent dans les airs, au moment où d'autres arrivent par le rail. Parce qu'à Rungis, il y a même une gare, construite spécialement pour que les trains de livraison puissent arriver au cœur du marché. Ce train en provenance de Perpignan contient 450 tonnes de fruits et légumes. De quoi nourrir plus de 3 millions de Français chaque semaine. Bah là, on part sur un train d'une dizaine de wagons. Il faut savoir qu'un wagon, il y a une trentaine de palettes. Donc ça fait un train à 300 palettes où il faut le faire en 1 heure, voire 2 heures, parce qu'ensuite, à 5 heures, il y a le deuxième qui s'enchaîne. Les chenilles font ensuite parcourir aux palettes le dernier kilomètre entre la gare et les étals de Rungis. Et en moins d'une demi-heure, les 9 pavillons de fruits et légumes se remplissent. Eh, tu fais un peu moins de bruit, toi, là-bas, hein? J'arrive. Attends, j'arrive, tu vas voir. Mamadou, il y a une place, là. On va mettre une palette tout de suite, là. Hop, hop, hop. Ça, c'est ça, ça vaut 1,50 et ça vaut 1 euro. Te trompe pas. Et ça vaut 2. À Rungis depuis 20 ans, Sophie est grossiste en primeur. C'est le secteur le plus important du marché. Chaque jour, 200 grossistes comme elle proposent leurs marchandises à des commerçants de quartier, des vendeurs de marché et parfois même des religieuses. Monav, qu'est-ce qu'on a pour ma sœur? Ouais, un carton de banane. C'est pas du petit calibre, c'est la même que d'habitude, Titi. 1,80 normalement, je te fais 1,50. Pour toi, c'est 1,50. Non. Bon, ça fait rien, on va faire l'abricot, on va se détendre. Faut que je vende 65, 70, peut-être 55. Je peux pas à 45. Je préférerais 55. 15 euros. Le défi de Sophie, c'est de vendre au juste prix pour ne pas rester avec des denrées périssables sur les bras. Les clients, eux, se battent pour des centimes, car les marges sont serrées. Comme ce commerçant d'un quartier populaire de Paris. Ouais, mon petit Charaf, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est de la catégorie 2. Ça, je peux te faire 1 euro. Oui. Un petit peu marqué. Beaucoup, moi. 1 euro, mon petit Charaf, pas moins d'1 euro. Je peux pas vendre moins d'1 euro. Mais il faut leur expliquer aux clients
Tu leur expliques que ça, c'est la pluie. Voilà, tu dis c'est la pluie. Mais lui veut 50 centimes le kilo. 1 euro, 1 euro. N'exagère pas, sinon je peux pas te vendre. Dis un prix raisonnable. C'est bon, 60, Non, non, je te mets 0,80. T'as qu'à faire qu'un petit bout de rien du tout. Voilà, si tu veux. Sinon, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Va faire un tour. Tu ne trouveras pas d'abricots à ce prix-là. C'est pas les questions. Si, c'est la question. Dans la matinée, c'est l'offre et la demande. C'est comme une bourse. Surtout dans les produits les plus sensibles comme les cerises, les oranges. Les citrons, ça vient d'Afrique du Sud ou d'Argentine. Ça a été acheté il y a des mois. C'est en conteneur. Les prix sont relativement stables. Mais les fruits, les pêches, les nectarines, les cerises, les fraises, tout ça, ça évolue. Dans la matinée, le prix peut changer. Vous êtes une tradeuse alors? Tout à fait. Je vais te faire 2,80. Et dans l'intermédiaire, je vais te faire 2,70. Et la tradeuse, c'est mettre la pression sur les acheteurs. Il n'y a pas beaucoup de cerises aujourd'hui. Je n'aurai pas d'autres expéditeurs. Tout est là. Bon. Tu vas bien? Un petit peu à 3 euros dans cette merveille des merveilles. 30. Au risque de perdre ce lot de cerises, le premier client va voir ailleurs. Un autre est déjà là. À Rungis, il faut savoir acheter au bon moment. Tout frais cueilli. Les prix peuvent varier du simple au double en quelques heures. Ce matin, la cerise à la cote. Attends, on avait les vendus celle-là. 35. Allez, c'est parti. Merci à toi. On va les peser, mon âme, hein? Hop. Quand les gars ils commencent à acheter à 6h moins 10, la vente elle dure jusqu'à 11h. Donc si tout le monde se précipite à 6h du matin, entre 5 et 6, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marchandises. Je vais remonter mes prix pour les prochains. Mais les clients aussi savent arriver à leur fin. Comme je t'ai dit, Charaf. C'est grand, toi. Je vais mettre 60 là et 60 là-bas, ça va? Allez, tous les 3 euros. Ça va pas, mais ça va, au secours. Allez, hop. Ces abricots-là, ça fait déjà 2 jours que j'essaye de les vendre. Lui, il le sait pas, mais moi, je le sais. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de meilleur prix que 0,60 le kilo. Donc, je vais lui donner parce que vu la conjoncture, vu la forme que prend la matinée, j'ai peur de ne pas les vendre. Et si je les vends pas, demain, ça fera 4 jours et ça sera de trop. Et après, au lieu de 0,60, je risque de trouver 0,30. Sophie a donc vendu ses abricots 60 centimes le kilo. Vous savez y faire. Ce commerçant les revendra 1 euro aux consommateurs. Sans mètres plus loin, à vol d'oiseau. Dans le pavillon de la viande, Jean-Christophe Prosper est déjà au travail depuis 1h du matin. Monsieur Christian! Allô? À 43 ans, cet ancien boucher dirige le plus grand magasin de viande de Rungis. J'emmène les copains. Sous ses ordres, une centaine de salariés. Comment tu vas? T'as la forme? Tranquille? Ici, donc, c'est le quai de chargement et déchargement de la nuit. Sur ces quais, le thermomètre affiche moins 3 degrés. Mais personne n'a le temps d'avoir froid. En moins de 2 heures, il faut décharger de quoi nourrir 1 million de personnes chaque année. Jean-Christophe fait comme n'importe quel commerçant. Il doit attirer l'œil de ses clients, des bouchers et des restaurateurs qui, dans moins d'une demi-heure, vont venir choisir les meilleures pièces. On rapproche les viandes, on rapproche les carcasses, près de la lait marchande, vision client. Une impression de volume, l'impression que la travée est bien chargée, etc. Où le consommateur peut regarder un petit peu et acheter et choisir ses bêtes les unes après les autres. Ouais, c'est comme un magasin en fait. Exactement le même principe. Dès 4 heures du matin, les premiers acheteurs arrivent. Ce métier, c'est un métier de contact, un métier charnel. Un métier pour sentir une fibre musculaire, il faut mettre le doigt dessus. Pour sentir le grain de la viande, il faut mettre le doigt dessus. On sent la noix de graisse sous les doigts qui peut rouler. On sent la fibre musculaire, la finesse de la fibre musculaire. Et on arrive à sentir en fin de compte ce que l'animal va donner à la découpe en boucherie et également après cuisson. Ici, on ne fait pas que toucher la marchandise. Pour conclure les affaires, on se met à l'écart. Et l'on parle aussi un langage propre à Rungis, celui du corps.
C'est assez particulier, il faut des gros bras, il faut prendre les gens, il y a un effet tactile qui est important, il faut savoir choper les gens pour leur montrer une main mise sur une épaule, c'est déjà une sorte de pseudo-supériorité sur la personne qui se laisse un petit peu manier, je dirais. Donc il faut une main sur une épaule, il faut un bras qui en crochette un autre, il faut l'emmener voir la marchandise. C'est un métier assez viril. N'oublie pas que l'argent est un bon esclave et un mauvais maître. Non, j'ai pas dit l'argent. Bah 3,20 c'était bien. J'ai vu les factures. Puis on se tape dans la main avant de régler en carte bleue, Super. quelquefois encore en liquide. Bah, c'est super gentil. Merci monsieur. C'est gentil. C'est adorable. Merci beaucoup monsieur Basile. Je marque Basile. Tu le feras dire aussi pour le comptabilité. Bah, bien entendu. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Les codes de ce marché, Jean-Christophe les a découverts à 10 ans avec son père, un boucher, qui venait acheter sa viande à Rungis. Petit, j'étais sorti du lit, le café chaud avec papa, on partait dans la voiture sans un mot, mais il y avait une sorte de bonhomie, un silence, etc. Puis tout d'un coup, l'univers du bruit, des lumières, les gens parlent fort, on sent les carcasses, on sent une odeur un peu âcre de la viande qui vient d'arriver, qui est encore presque, j'allais dire encore presque chaude, mais qui est presque encore palpitante en fin de compte, tellement c'est extrêmement frais. J'ai compris la relation qu'il avait avec les gens, la relation qu'il avait avec les hommes, la relation de négoce, de travail de la matière, etc. Puis le voir déambuler, se faufiler entre les carcasses tout petit, c'est impressionnant. On a l'impression que c'est des choses gigantesques, un univers complètement surréaliste. Et après, on est attrapé par le virus de la viande, le virus du produit, le virus de la matière. Et c'est vraiment... c'est super, quoi. C'est super. T'as des thunes, j'espère? T'as des thunes? Si t'as des thunes. Ah, t'as un enfoiré. J'ai pas pris de balle. Dans cet univers, Jean-Christophe a ses habitudes. À l'aube, il va s'offrir une petite pause dans le café mythique de Rungis, le Saint-Hubert. Je veux quoi. Tranquille, ça se passe, ça raconte. Tranquille. On appelle aussi ce café la Maison Blanche, en référence à la couleur des blouses, celle des travailleurs de la nuit qui viennent là reprendre des forces. On se fait plaisir, voilà, on discute un peu de tout et de rien, ici on se décontracte, tu vois. Fait que pour gagner un peu d'argent ici, il faut faire beaucoup d'efforts. Se lever le matin, c'est déjà compliqué, se lever dans la nuit, c'est compliqué, travailler dans le froid, debout, c'est pas facile. Bouger sans arrêt, des interactions perpétuelles pendant 7 heures d'affilée, c'est pas évident. Donc tout ça, c'est une vie à part. C'est un monde à part. C'est vraiment un monde à part. On est dans la vie et pas dans la vraie vie en même temps, en fait. Eh, tu pourrais payer ta rince pour ton anniversaire, hein, dis donc. Avec ce qu'on te laisse tous les mois. Hein. Une longue nature, ça peut pas faire de mal. Hein. Et une bonne langue sur le persil. Alors là, Un monde à part, où la langue de bœuf remplace les croissants chauds et les verres de vin blanc, le grand crème. Mais l'élixir, pour tenir dans la rudesse de la nuit, reste le café. allô, un express. Combien, Patrick? 2? Au Saint-Hubert, on en sert jusqu'à 2000 par nuit. La maison s'enorgueillit d'être celle qui en vend le plus en France. Cette vie décalée, c'est l'adrénaline des hommes de Rungis. C'est le rendez-vous de l'amitié. Hein. Voilà. C'est le bar de l'amitié depuis X années, hein. Depuis l'ouverture. Hein. Nous, on aime les gens vrais, et puis on n'aime pas les cons. Antoine D'Agostino, 77 ans, toujours en activité, et le doyen de Rungis. Franchement, qu'est-ce que vous faites là encore? Je viens voir les amis. C'est ce qui me fait peut-être un peu gagner du temps sur la vie aussi. Hein. Peut-être que je ne serai plus là. Moi, je suis mieux ici que sur une plage au soleil. Oui, beaucoup de nuages et un vent très doux. Le vent de sud qui balayera aujourd'hui une grande partie de la France. Un vent très sensible sur la façade océanique. Sur la carte. Je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. C'est votre Amérique, Rungis? Ouais, c'est mon Eldorado en tout cas, ouais. C'est l'endroit qui m'a rendu très heureux, ouais. C'est vraiment un endroit que j'adore. Alain Cohen, 62 ans, est l'expert en fruits et légumes haut de gamme du marché. Ce matin, il a un rendez-vous très important.
Tous les 3 mois, le chef 2 étoiles du Georges V, Éric Briffard, vient le consulter. Éric Briffard, c'est un des grands cuisiniers français et bon, on peut pas, ça rigole pas, quoi. C'est important économiquement parce que c'est une grosse clientèle et puis c'est très gratifiant parce que ce sont les chefs les plus, parmi les chefs les plus exigeants qu'on puisse trouver, quoi. Tiens, le voilà. Salut, chef. Ah, ça se fait plaisir. Tu vas bien? Ça va bien. Éric Briffard vient chercher les dernières nouveautés pour renouveler sa carte et lancer les tendances de demain. Car l'entrepôt d'Alain Cohen est une corne d'abondance riche de 4000 variétés de fruits et légumes. Tiens, regarde. Tiens, la salsola, est-ce que je t'ai amené déjà, ça? C'est une sorte de salicorne maraîchère, ça. Ça, c'est top, ça. Et c'est aussi iodé comme de la salicorne. Ouais. La samsola, c'est une algue bretonne découverte par Alain. Qui est sur le carreau des maraîchers, lui. Ça tombe bien, tiens, midi, j'ai une déclinaison de coquillage au menu. Je vais mettre ça avec ça. Top. Super. Ça, c'est sûr. Tu veux que je t'aide? Oui, mais tu sais que je ne plaisante pas, là. Quand ils sont à l'origine de la découverte d'un produit, ils veulent l'avoir un peu que pour eux pendant une ou 2 saisons. Allez, mais je vais le mettre de côté tout de suite parce que si c'est vraiment pour midi... Ah oui, il y a une variété de violon qui s'appelle la trombolino, tu connais? Oui, bien sûr, bien sûr. Les trombolinos, ce sont des courgettes violon italiennes au léger goût de noisette. Ça, même à cru. À l'apéro, tu te fais des petites tranchettes comme ça, c'est une merveille. Râpé avec un peu d'huile d'olive, ça. Un peu d'huile d'olive et du sel, c'est une merveille, ça. Georges V, c'est pour moi, ça. D'accord. Allez, c'est pour le Georges. Pour le Georges V, c'est... Nous, on est là pour insuffler des tendances de goût, de produits, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'amour de tous mes confrères. Et de la connaissance. Et après, vous verrez que ça reviendra et jusqu'au supermarché, dans les rayons de cuisine, les plats préparés. Tiens, mets-moi un colis de celle-ci aussi, là. Celui-là ? Alain obtient cette diversité en se fournissant aussi chez des petits producteurs étrangers, où il trouve des produits exotiques, comme ces mangues importées du Sri Lanka, ces fruits du dragon de Colombie, ces pitayas au goût de kiwi, plus sucrés mais moins caloriques, ces ramboutans de Malaisie à la saveur de raisin, ou ces fraises ananas au goût d'ananas, une des 30 variétés proposées par Alain. Ces fraises sont des naïades, vendues 17 € le kilo en boutique. Les prix ne comptent pas pour le chef, il veut juste le meilleur. Ouais, c'est moyennement... Bah, elles sont belles, mais bon, il manque encore un peu de chaleur. Pour le service de midi, le chef a une envie de dernière minute. Des cerises très croquantes en forme de cœur, les sumites. J'ai pas eu l'arrivage encore, c'est la dernière. Non, il y a une palette qui arrive, c'est la honte. J'en ai plus que ça chez moi. Ouais, elles sont là. Faut que j'y aille, je suis blindé à midi, moi. Une livraison de cerises doit arriver dans la matinée. Alain a promis à Éric Briffard de les lui livrer avant le début de son service. Vas-y, je t'écoute. Alain ne peut pas le décevoir. Rungis, des entrepôts à perte de vue, des pavillons gigantesques, comme celui de la Marée. C'est l'un des plus grands marchés aux poissons du monde. Mille employés travaillent ici. Certains d'entre eux ont été formés dans l'école de Rungis. Unique en France, un lycée professionnel est situé au cœur du marché. Il forme chaque année 80 élèves au métier de la poissonnerie. À l'étage, les cours théoriques. Au rez-de-chaussée, la pratique. Et après, vous venez me voir, je vous refais une démo là, sur le merlu. Celle-là, t'es pas obligé de l'enlever, l'anal. Comme on le fait en portefeuille, c'est pas nécessaire. On va enlever les branchies. On fait attention de ne pas casser le bréchet. Sébastien Brandin a 43 ans. Il est poissonnier de métier. C'est l'un des professeurs de cette école. Coup de ciseau ici pour dégager la membrane.
Hop, voilà. Là, on les voit bien, les arêtes. Donc, on a juste à décoller comme ça. Hop, et on rattrape le filet en dessous. Voilà. Là, tu vois, on y est là. D'accord? C'est bon, Jordan? Ouais. Allez, enchaîne. Ça change quoi que l'école soit au cœur de Rungis, de ce marché-là? La matière. La matière. Notre métier, nous, c'est de se lever la nuit, le matin, pour aller acheter notre poisson. Nous, ça nous permet, là, juste à côté du pavillon, de les emmener sous le pavillon, à 3-4 heures du matin, d'aller acheter le poisson, vraiment de démarrer le métier, quoi. Et voilà, le fait d'être juste à côté, c'est un outil, mais c'est inimaginable. Déjà, même pour eux, quoi, ils sont au plus près vraiment de la matière. Il n'y a pas mieux, quoi. On serait au milieu de l'océan, ce serait pareil, presque. Hein. Voilà. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus gros, c'est l'avantage. Tu as déjà vu un western avec les films de locomotive? Bah là, la locomotive, quand elle part, là, tu vas faire la même chose avec le couteau. Le même geste, inertique. Là, pour le coup, tu poses vraiment la pointe sur la planche. Elle ne doit jamais quitter la planche, la pointe. Éviscération, filetage, tranchage. Les élèves doivent maîtriser une centaine de gestes. Ils apprennent aussi à faire des préparations culinaires, comme ces huîtres panées. Ou encore ces merlus en portefeuille. Car la partie traiteur représente désormais un tiers du chiffre d'affaires d'une poissonnerie. Ça, par contre, c'est quoi, ça? Il est où? Mousse? Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Ah bah ouais, mais regarde le truc, le problème, c'est comment tu vas arriver à faire ta roulade maintenant, là. Mais ce qu'on fait, ça se ressent ici, dans le travail. Voilà. Ça se ressent tout de suite. Là, on a une personne qui aime son métier, quand on voit ça. Là, on a quelque chose qui est parfait. Voilà, c'est magnifique. Il n'y a pas de coup de couteau. Le produit, il est lisse, il est joli. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Et ça, c'est fini, c'est parfait. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Il n'est pas fini et il est loin d'être parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça, tout bêtement. Ça vous rend fier d'entendre ce qu'il dit, là, sur vous? Bah, bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout que c'est un grand professionnel, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas seulement... Si je ne le pensais pas, automatiquement, je ne le dirais pas. Beau compliment pour Jordan Goub, 18 ans, qui s'investit sans compter depuis 2 ans pour obtenir son bac. Ouais. Le pouce, mise en sécurité toujours, sur l'huître, le pouce, toujours. Et quand on rentre, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord? Important. Hop, on rentre, on lève un petit peu, on sectionne le muscle. Hop. Tu te souviens de l'anatomie un peu de l'huître? Ouais. Tu peux me faire voir un peu? Déjà, quelle famille? Ostréidés. Ouais. Nom scientifique? Crassostrea gigas. Ouais. Il y a combien de familles en France d'huîtres? 2. Qu'on commercialise? 2. Combien de familles d'huîtres qu'on commercialise en France? Une seule. Une seule, ouais, les ostréidés. Et après, donc, on a 2 variétés essentielles, les creuses et les plates, qu'on n'a pas ici. Pour le préparer au mieux, son professeur lui a concocté une ultime épreuve. Elle aura lieu dans le Saint des Saints, le pavillon de la Marée. Ouais, elles ont fini par arriver quand même. Alain Cohen a pu se procurer les cerises promises au chef Briffard. Mais il a aussi un œil sur la livraison des 400 commandes quotidiennes. Ok, ça marche. Eh, la serre, c'est 203? Excuse-moi Fernand, mais tout ça c'est mes commandes, ça doit partir tout de suite. Tous ces produits-là, ils doivent partir. Alors, débrouillez-vous aujourd'hui, il m'en manque encore déjà pas mal. C'est quoi ces framboises là? Sur le qui-vive, Alain vérifie les colis qui partent chaque matin vers des palaces, des lieux de rêve ou même de pouvoir. Ça, c'est les asperges, c'est pour la présidence de la République. Je pense qu'il est un peu pistonné parce que c'est les dernières. Tout le monde nous en demande et on n'en a quasiment plus. Vous livrez? On l'a un petit peu... il fait partie des clients qu'on peut privilégier un petit peu. Ce que j'ai appris par les cuisiniers, c'est que et Nicolas Sarkozy et François Hollande sont des gens qui mangent d'une manière très saine. Alain est rassuré. Le président pourra manger ses asperges à midi. Oui, allô? Oui, Robert. Mais quelques minutes plus tard, un problème se présente. Ah, bah, attends. Georges V, il est où? Hein? Attends, mais c'est quoi ce délire, là? Hé, il a pris le Georges V ou j'ai rêvé, là? Il a chargé le Georges V? Ouais. Non. Non, mais c'est une blague.
Alain apprend que le livreur du Georges V vient de partir, en oubliant les cerises. Tu peux l'appeler, le gars? Il est passé où, François, là? François, c'est le dernier livreur disponible. Il est où, François? Je vais appeler le client, attends 2 secondes. Les clés du camion. François est déjà parti, alors Alain improvise. Ouais, tu le préviens que je suis là dans 10 minutes. Je suis là dans 10 minutes, ok? Un quart d'heure maximum. À tout de suite. Alain va faire ce qu'il ne fait plus depuis longtemps, livrer lui-même la marchandise. Et c'est pas la peine d'avoir les plus beaux produits, les plus beaux, meilleurs producteurs, les plus grands chefs de cuisine. S'il y a une étape qui foire, et ben le truc il foire, quoi. Au 5, le restaurant gastronomique du Palace, les premiers clients sont déjà attablés. Ils passent commande. Le chef m'attend à la cuisine banquée. Il m'a dit c'est -2 à l'ascenseur ou quoi? Éric Briffard, meilleur ouvrier de France, a sous ses ordres une brigade de 120 personnes. Côte de veau. Tiens, ça je vais poser là. Alors, t'as rien oublié, hein? Pour une fois que c'est moi, ça on peut mettre de côté. Ah, quand même. J'y croyais plus. J'y croyais plus. Je t'avais dit que ça arriverait. Hein. Non, bah super. Bon, bah, ça c'est de la cerise. Ah, ça c'est la top cerise. Beaucoup de chair, il y a de la mâche. Ah ouais, moi j'adore. Eh oh, vous avez vu ça les garçons? C'est sympa ça. Salut Jérôme. Vous avez la gueule que ça? Bonjour, ça va bien? Excusez-moi. Ça, il y a des choses à faire avec vous. Oui, absolument, oui. Et puis ça te touchez, ça a vraiment de la texture. C'est un peu comme des jouets, vous savez, vous avez des nouveaux produits comme ça, tout de suite, ça vous donne envie de réécrire une nouvelle histoire, de réécrire de nouvelles recettes. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Tiens, faites-moi un couteau juste sur une petite barquette, juste une pièce. Voilà, vous voyez, on a des couteaux et on va juste les nacrer à la salamande avec un peu de gingembre, un beurre d'algue, et puis on va venir ponctuer avec ça. Ça va redonner un peu de texture un peu croquante, un peu verdeur, donc ça va casser un peu le beurre d'algue et ça va jouer très bien avec. Alors les courgettes violon, vous voyez, donc elles sont un peu compotées, dans le même temps encore un peu fermes et croquantes, pour qu'on ait les... Voilà, ça sent. Voilà, oh là là, donc ça vient d'arriver et ça va passer ce midi sur le menu avec notre merlan meunier aux amandes fraîches. C'est de la folie le service. Hein. C'est de la folie. C'est génial d'être là. Et puis il fait le plat avec ce qu'il a découvert ce matin, quoi. C'est génial ça. Ça c'est génial. Voilà la fameuse courgette violon de ce matin et la fleur de courgette avec les bâtonnets de courgette. On vient d'envoyer, on attend pour la saladière. Arrive le bouillon. Pour continuer d'émerveiller ses artistes, Alain Cohen va repartir très bientôt explorer les champs et les vergers. Michel, l'expert du foie gras de Rungis, vient d'arriver dans le sud-ouest avec son patron, Frédéric Masse. Bon, joli temps pour aller voir les oies. Des petites routes de campagne sympas. Ah oui, surtout ici. On a de la chance, il fait hyper beau. Ouais, c'est génial. Les producteurs, ils sont hyper sympas. Dès qu'on arrive dans les Landes, à la frontière, t'as les canards et les oies au garde à eau. Et ils attendent la venue de Frédéric et Michel. Ouais, voilà, ouais. Ça j'adore, la haie d'honneur. La haie d'honneur. Les petites oies avec des écharpes bleu, blanc, rouge. Bonjour monsieur Frédéric, bonjour monsieur Michel. Ensemble, ils ont une mission, sauver le foie gras d'oie français. Dans cette région des Landes, il y avait 1000 producteurs dans les années 60. Il n'en reste plus que 5.
En tant que spécialiste du foie gras, notre but, c'est véritablement de ramener l'oie française sur les assiettes, de montrer aux chefs que c'est un produit exceptionnel qu'ils ont totalement oublié. On est là dans l'origine du foie gras. Et nous, en tant que spécialistes du foie gras à Rungis, on doit avoir cette offre hein, et on doit proposer le meilleur du meilleur. Et l'oie française, c'est l'origine du foie gras. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on mange tous du canard, mais qu'à l'origine, le foie gras, c'est de l'oie. L'industrie privilégie le foie gras de canard, plus rapide à produire et plus rentable. Frédéric Mas et Michel vont rencontrer des éleveurs. Ensemble, ils veulent sauvegarder la filière du foie gras d'oie. Salut les chiens. Dali. Viens. Eh ben, tu défends bien la boutique, toi. Bonjour. 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 Ça va et toi? Bien, merci d'être venu. Bonjour, monsieur Mas. Frédéric Mas, effectivement. Je suis très content d'être là. Enchanté. Vous connaissiez mon associé Michel? Pareil. Allez, on vous a ramené le soleil de Rungis. Ouais. C'est bon pour le maïs, non? Ouais. Bien. Non, mais c'est pas du riz qu'on fait, hein, c'est du maïs. Voilà. Bon, on vous va produisez aussi le maïs? Eh oui. Votre maïs? Eh oui. Ah oui, d'accord, vous avez Voilà. la filière complète. Et voilà. Ah, c'est vachement bien, ça. Eh bien oui. Oh, Bon, ça c'est... qu'est-ce qu'elle est belle. C'est notre mascotte. C'est fier. Elle a échappé au gavage, celle-là. Comment elle s'appelle? On l'a pas baptisée. Pas baptisée, non? Là, elles ont été rentrées, là? Non, Elles sont toutes prêtes, ouais. Ah oui, là, elles sont toutes Elles ont petites. 15 jours. Là, elles sont... Elles n'ont Ah que oui, 2 15 jours. semaines. Pardon. On y va doucement. Allez, On va voir les oies. qu'est-ce qu'elles sont 2 belles. semaines. 2 semaines, ouais. Ouais, aujourd'hui. Combien il y en a, là? Alors, il y en a 600. Ah, c'est 600 oies, ouais, d'accord. 600 oiseaux. Ah, d'accord, ok. Donc ça va être mis en gavage à quelle époque, ça Les premières mises en gavage vont se faire fin août, Début septembre. Début septembre, et donc on va avoir... c'est sur du foie gras fin septembre, on va dire, là. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ne bougez pas, elles vont venir vers vous. Bouge pas, Frédéric, elles vont venir. Qu'est-ce qu'elles sont Moi, elles me belles. connaissent, moi. Non. Toi, t'as bouffé leur mère. Ouais, moi, je suis de la famille. Ces oies seront gavées à la main. C'est plus long qu'avec une machine, mais cela permet aux bêtes de mieux digérer, d'améliorer le goût et la texture. En amenant ce produit à Rungis, Frédéric veut créer un marché pour que d'autres éleveurs se lancent à leur tour dans le foie gras d'oie. Et la filière, ça commence là. Elles sont choyées, c'est des gens qui les aiment. On sent qu'on est dans une parfaite harmonie, on n'est pas dans de l'intensif, là. Là, c'est la vérité, ça. Et il faut arriver à comprendre les contraintes des éleveurs. C'est extrêmement contraignant de faire de l'oie française. C'est extrêmement contraignant. Il faut 21 jours pour gaver une oie, Extraordinaire. 2 fois plus de temps qu'un canard. Le foie gras d'oie est donc 2 fois plus cher. C'est excellent. On ne veut pas faire un truc qui nous plaît pas. On essaie de vivre avec ce qu'on fait, de trouver des gens qui aiment ce qu'on fait, mais on veut pas gaver des oies trop jeunes, on veut pas gaver des oies trop fort, trop vite. Bon, c'est notre choix, c'est nous qui travaillons. On respecte beaucoup ce choix, c'est ça qui nous intéresse aussi. Il y a un respect de l'animal et de la nature. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de comprendre vos contraintes pour mieux les expliquer au chef. Vous savez ce que c'est qu'un chef de cuisine? C'est quelqu'un qui fait des bons plats. Ouais, mais c'est capricieux. C'est comme une belle jeune fille, hein. C'est très capricieux. Allez. Dani, viens ici. Allez. Doucement. C'est presque un acte militant. C'est un acte passionné. Le mot militantisme ne convient pas, c'est un acte de passion. Ce qui est presque étonnant dans votre discours, c'est que pendant longtemps, on nous a dit vous élevez des oies, personne ne veut plus d'oies, l'oie c'est trop cher, on en trouve... voilà, beaucoup de gens ont discrédité l'oie, quoi. Et de réentendre maintenant des gens qui recherchent de l'oie française, pour nous, c'est aussi une motivation, c'est vrai. Ah, mais c'est top niveau, tiens, donne. Tiens. Voilà. Ça, si c'est beau, voilà. Voilà, ça c'est beau. Et là, le fait qu'elles viennent dans ces parcours herbeux, qu'est-ce que ça leur apporte aux oies, là La liberté. La liberté, le bien-être. Mais la nourriture aussi, un peu. Vous mangez un peu, là. Bon, qu'est-ce qu'elles cherchent, là, dans les... L'herbe. Bon, l'herbe. Des vitamines naturelles, surtout. Ça, c'est oui, important. Voilà. Très important. Ça, c'est la terrine d'oie.
La fameuse terrine d'oie que je vous avais promis. Donc là, c'est d'accord. Ça, c'est la terrine d'oie, là. Là, c'est l'oie. Avec les naturel. Avec les foie gras d'oie de Madame Castra. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est super, d'accord. C'est dans cette coopérative que Frédéric et Michel vont déguster les foie gras d'oie de Madame Castra. Tu te coules une petite tranche quand même, non? Ah bah. Tu veux goûter une petite tranche? T'as un peu des points de graisse au milieu? Ouais, un peu de graisse, ouais. Tu peux l'enlever, ça, ou pas? Parce que c'est un peu dommage à la coupe. Ça veut dire que c'est du tradi aussi. C'est du tradi et le goût est aussi dans le gras, hein, c'est important. Par contre, t'as très peu de graisse autour. Ouais, il n'y a pas d'exudat de graisse, c'est un beau produit. Mais bon, c'est le propre d'une terrine de foie entier, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est bien, c'est de voir la coupe un peu, toi. Si, ça fait une belle tranche. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Non, ça, c'est super. Non, mais là, tu vois la couleur. Non, mais ça, c'est super. Non, mais quand là, ça donne faim, ça, quand tu vois ça. La souplesse de la tranche, un peu. C'est très joli. Ouais, c'est beau, c'est un beau produit. On voit, là, comme ça, c'est... On brise le pain? Allez, on brise le pain. Allez. Tiens, voilà, à la pointe du couteau. C'est comme ça qu'on goûte. On va voir vraiment le parfum. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hein, après, quand on revient derrière, de la conserve... Il n'y a pas photo. Mais c'est bon. C'est somptueux, hein. Ça fond. Mais il n'y a pas de côté beurre, quand même. Hein, non, c'est pas beurré. Il n'y a pas le goût beurré qu'on peut retrouver dans... C'est très onctueux. C'est la texture de l'oie. Ce qui est intéressant, c'est la longueur, effectivement. Ouais. Et tout ce qui se passe après dans la bouche, c'est impressionnant. Ouais. Alors que sur l'attaque, c'est bien, mais alors après, ça monte, ça monte. C'est la longueur, ouais. Il faut qu'on se rééduque le goût sur ce produit-là, c'est incroyable. Hein. Et ça reste extrêmement long. Et ça donne de la fraîcheur, il y a un petit côté fraîcheur. Et t'as le goût qui est très très long. Le canard, ça t'attaque tout de suite. Et après, t'as pratiquement plus rien. Que là, le goût, tu l'as longtemps. C'est complètement différent comme produit. Moi qui suis vin rouge, je mettrais un Bourgogne là-dessus. C'est super bien. On est dans le rêve. Quand on est dans le rêve, ça se perd pas, ça s'entretient. Quand vous allez à l'étranger et vous parlez foie gras, les gens, ils boivent vos paroles. Le foie gras, ça vient de France. Et on a les plus beaux produits, on a le plus beau foie gras, c'est le foie gras d'Oie des Landes. C'est ça, le foie gras. Et ça, quand vous dites ça à l'étranger, moi qui vais souvent en Allemagne, et vous dites ça à des Allemands, ils rêvent. Et la France, le foie gras d'Oie du Sud-Ouest, et ça, c'est magique. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils le goûtent, mais après, ils viennent ici, parce qu'ils viennent goûter, ils viennent sur place. C'est une chaîne, tout ça, c'est un ensemble. C'est le plus bel ambassadeur de la région. Tout à fait. Parce à Rungis, il y a les clients pour ça. On a la clientèle. Il y a un niveau de clientèle qui permet de vendre ces produits-là et de les faire redécouvrir ensuite au client final. Des clients que Frédéric doit encore convaincre. Il a prévu une dégustation avec des chefs étoilés. Elle aura lieu dans quelques jours. Même les nuits où les éléments se déchaînent, la vie continue à Rungis. C'est la Marée, le pavillon des poissons, qui ouvre le premier à 2 h du matin. 500 tonnes de marchandises sont déchargées toutes les nuits. Plus de 2000 espèces de toutes les mers, de tous les océans. Là, c'est la cathédrale, là, pour de vrai. La cathédrale. Pourquoi Voilà pourquoi. Voilà, tout en verre, tout éclairé, tout magnifique, tout beau. Tout est magnifique. C'est ici que Jordan, l'élève de l'école de poissonnerie de Rungis, va passer une dernière nuit de révision avant le bac. On va commencer par ça, c'est comme d'habitude. Tu me trouves les produits. Si c'est l'élevage ou du sauvage, tu précises quand même. Sa famille. Détail. Le nom scientifique. D'accord. Et puis, tu essaies de me trouver aussi le mode de pêche. Ouais. La totale. La totale. La totale. Okay. C'est une totale ce matin, ok. Ça marche? Ça marche. C'est du congre. Congère, un congridé. Lieu jaune, là. Ici, Polacus virens. C'est un gadidé, famille du cabillaud. À gauche, on va avoir du merlu,
que les gens connaissent plus sous le nom de Colin, Merlucidé, Merlucius, Merlucius. Le latin est la langue des poissonniers. Gadius morua. Il y a tellement d'espèces qu'ils sont obligés d'utiliser les noms scientifiques pour faire la différence et savoir ce qu'ils achètent. Même famille, hein. Polacus virens, du Merlangus, du bar, ça va être Dicentrarchus labrax. Le rouget, ça va être Mulus surmuletus pour cette espèce-là. Là, les langoustines, ça va être Nephrops longevicus. La dorade, ça va être Sparus aorata. Pour son bac, Jordan doit connaître plus de 150 noms par cœur. Parfois, les matins, quand on déballe, on se parle qu'en latin pour pouvoir les travailler. Donc on s'entraîne, quoi. T'avais fait du latin à l'école? Jamais, c'est une première. Comme quoi, le poisson mène à tout, non? Ouais, il paraît. Ils ont des jours, ceux-là. C'est la Brahma. Ça fait partie des Bramidés. D'accord? Famille des Bramidés. Ça y est pas dans la liste. Dans la liste officielle de référence, non. Tu l'auras pas. Sébastien, le professeur de Jordan, vient ici depuis qu'il est petit. Ses parents étaient commerçants. 35 ans plus tard, il est toujours émerveillé. C'est qu'il les vend à la pièce, hein, le poisson, là. Il est beau, le pépère. Des fois, on tombe sur une espèce qu'on connaît, mais là, il est encore plus beau qu'hier. Alors, on est content de le voir. Voilà, il y a des grosses pièces, des petites pièces, c'est toujours plaisant. C'est jamais fixe, c'est jamais fixé, quoi. Il y a toujours un truc qui change, il y a toujours un truc qui bouge. On peut être là tous les jours, ce sera pas la même chose à chaque fois. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça. On est vraiment tributaire de la pêche, quoi, vraiment de la nature. Voilà, on est tout petit comme ça, quoi, par rapport à elle, quoi. Ah, là, entre du diable, là. Sébastien continue la leçon dans la salle au trésor, un lieu caché de Rungis, le vivier aux homards et langoustes. Pour les fêtes de fin d'année, il peut y avoir jusqu'à 100 000 € de crustacés dans ses bacs. Des animaux très fragiles qu'il faut surveiller en permanence. Alors déjà, si tu veux le calmer, hop, tu le plies en deux comme ça, t'attends 2 secondes. Voilà. Après, tu peux en faire ce que t'en veux après. Voilà. Et là, en faisant comme ça, tu as 5-6 minutes sans problème, tu peux la laisser sur la balance. Parce que souvent, le problème, tu les mets sur la balance, tu vas en chercher un, tu reviens, il est déjà tombé par terre, c'est pas bon, quoi. Donc là, tu le calmes avant, comme ça, il bouge pas une oreille. La majorité des crustacés, comme ça, quand ça a un problème, que ça se fait attraper, il y a un réflexe, une réaction qui se fait qu'il va perdre sa pince. Voilà, va se barrer. Ouais. Et donc après, 2 ou 3 minutes après, il la retrouve, sa pince, ça se repousse, hein, tout simplement. On appelle ça l'autotomie. Pareil, quand tu mets un homard dans un vivier, logiquement, tu ne le mets pas comme ça, tu ne le laisses pas tomber, quoi. S'il y a un moment qu'il n'a pas bu l'eau, tu lui laisses le temps de reprendre un peu son oxygène, quoi. Après, tu le lâches. Faut pas non plus le lâcher trop comme un bourrin, quoi. Voilà, faut pas qu'il se noie non plus, quoi. D'autant que ça, c'est des produits qui sont plus ou moins cardiaques en même temps, quoi. Si tu tapes la caisse par terre, tout ça, c'est hyper fragile. Tu les fais crever comme ça, quoi. Quelques instants plus tard, Sébastien repère une espèce rare que l'on ne trouve qu'une fois par an à Rungis. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu de plus joli cette nuit, ça. Voilà. Là, on commence à voir ça, on se dit, ça y est, on réfléchit pas, on arrive au mois de juin, on arrive sur les beaux jours, là. Dans notre métier, on passe quand même les 3/4 du temps à être dans le froid, dans la glace, le machin. Donc, quand on voit des produits arriver comme ça sent le barbecue, ça sent plein de choses, quoi. Et en termes de goût, ça vaut quoi, ça? C'est énorme. La castagnole? Ouais, c'est la castagnole. La grande castagnole. C'est l'hirondelle, en fait. L'hirondelle de mer. La castagnole, un poisson issu de la pêche durable. 37,1, 37,2, 37. Une pêche qui protège les ressources de la mer et que Sébastien enseigne toute l'année à ses élèves. Il y a beaucoup de produits qui disparaissent petit à petit. En France, de la raie, on commence à avoir du mal à en trouver. De la roussette, ça commence à poser des problèmes. Le cabillaud, pareil. Le thon, j'en parle même pas. Le poisson, c'est pas un produit qu'on va créer, c'est un produit qu'on va pêcher. Donc c'est la nature qui nous le donne. C'est pas un supermarché, la mer. C'est pas un supermarché, hein, on choisit pas, quoi. Donc le client, lui, il faut l'habituer à manger au bon moment, les choses qu'il faut manger au bon moment, quoi, tout simplement. Faut pas non plus laisser le client manger que ce qu'il veut. Faut aussi essayer de lui apprendre à manger autre chose. Ça, c'est magnifique, ça. Aujourd'hui, une espèce sur 3 est menacée d'extinction. Jordan s'en préoccupe, d'autant que ce sera peut-être un des sujets du bac. La marchandise, c'est comme de l'or. C'est ce qui nous fait travailler. Il faut savoir bien la traiter. Mais de toute façon, il faut bien le prendre en compte, parce que sinon, plus tard, on n'aura rien. Et
Voilà, c'est pour notre avenir aussi de penser ça maintenant. Quand il deviendra poissonnier, Jordan pourra gagner entre 2 000 et 3 000 euros. 5 000 s'il fait partie des stars du métier. Pas faire trop de... Antoine, il y a beaucoup de monde qui dort là. Qui ça? Eh bien, il y a ma fille Antoinette, il y a mon épouse Laure, Martin et Guillaume, qui a 6 ans. Tous les matins, comment vous faites pour pas faire de bruit? Eh ben, je fais max, quoi. Je fais de mon mieux. Généralement, j'arrive à pas trop les réveiller. C'est le challenge du matin? Non, c'est la routine du matin. Et vous n'en avez pas trop, votre femme? Pour l'instant, on arrive à cohabiter tout à fait correctement. Il est 4h25. Antoine Boucaumont prend un petit déjeuner léger. Car toute la journée à Rungis, il ne va pas cesser de manger. À 51 ans, il dirige un supermarché de luxe pour lequel il sélectionne des produits haut de gamme et novateurs. J'ai toujours baigné dans la musique classique. C'est le dernier moment de quiétude, de tranquillité avant la journée à Rungis. L'épicerie d'Antoine Boucaumont est une bulle posée au cœur du marché. Son magasin est ouvert 24 heures sur 24. Ouais, salut. Ça va? Avec ses papilles aiguisées, Antoine goûte chaque année des centaines de nouveautés et n'en sélectionne qu'une dizaine. Comme ces noix confites avec leurs coquilles dans du sucre. C'est génial. C'est vraiment... Quand on a reçu ce produit, quand j'ai vu ce produit, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Puis on a goûté, complètement interpellé par le goût, et on s'aperçoit que c'est un produit original qui plaît beaucoup à certains chefs. Ici, 12 000 produits, dont certains sont hors du commun, comme cette crème de nougat, cette poudre de baobab ou ces jambons d'exception. Pour trouver toutes ces pépites, Antoine rencontre depuis 15 ans des producteurs français et étrangers, des trouvailles qu'il fait partager à ses clients. Vous connaissez ça, Ferme du Creuset? Yaourt de brebis? Ça, c'est très sympa. C'est un gars qui a 250 brebis en bio. Moi, le produit que je trouve assez extraordinaire, c'est le yaourt de brebis parce que c'est super onctueux, c'est très délicat. Moi, je trouve ça impressionnant et je trouve que c'est des produits qui ont vraiment du caractère et puis on encourage aussi des producteurs. Ouais, c'est top. C'est un très bon produit, c'est vrai. Affaire conclue. Bonne dégustation. Merci bien. Bonne journée. C'est dans l'ADN de Rungis d'avoir toujours été différent et orienté vers la qualité. Et je pense que les hommes et les femmes de Rungis ont tous en eux cette recherche de produits d'exception et qu'ils sont tous connectés avec les producteurs et que c'est ça qui est absolument unique à Rungis. C'est-à-dire vous pouvez trouver une collection qui est inégalée dans le monde entier et qui est basée sur une multitude d'histoires et de passions individuelles. Chaque matin à 7h tapantes, tel un rituel, c'est la séance de dégustation. Antoine Boucaumont et son équipe de goûteurs reçoivent les producteurs.
Les premiers arrivent du Calvados. Vous êtes votre nom déjà? Nicolas Moreau. Nicolas Moreau, donc. Oui, d'accord, très bien. Et vous êtes? Pierre de Chalet, bonjour. Vous êtes? Pierre de Chalet. Pierre de Chalet. Alors vous êtes le big boss? Je suis le directeur du département de toute l'activité pour qu'on appelle gourmet chez nous. Alors de quoi on parle aujourd'hui? De la vanille essentiellement. La gousse de vanille. Alors ça c'est un produit qu'on montre souvent parce qu'en fait, à Madagascar, historiquement, si vous connaissez, comme ça. Non, j'ai jamais été invité. On achète la gousse de vanille dans des grandes boîtes fer de 5 kilos. Donc là, vous avez vraiment un produit qui est exceptionnel. Hein. Ah là, tout de suite, on sent et là, les vous arômes, sentez immédiatement l'arôme de la vanille qui se révèle. Et là, vous avez un beau produit. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le sentir. Alors, ce qui est très important aussi pour la vanille, c'est sa conservation. Donc, dans notre savoir-faire, qui nous différencie souvent de nos partenaires, c'est que nous, dans la filière qu'on a mis en place à Madagascar, on suit, depuis la collecte de la gousse jusqu'à son stockage, on suit tout un protocole particulier. Et les grains sont très... C'est pas mal. Alors, quand on fend la gousse, comme vous venez de le faire, ce qui est très important, c'est de regarder si la gousse est humide ou pas humide. Donc là, vous voyez bien, elle est assez sèche. Donc ça, c'est vraiment typique de notre spécificité. S'il y a trop d'humidité, la gousse se dégrade. D'où l'importance vraiment d'avoir une sélection et un stockage, une préparation qui est clé pour nous. Mais elle est encore acceptable. Elle est encore belle. Et ça, c'est notre savoir-faire, ça. Oui, dans une cuisine, c'est pas très pratique. Non, c'est un produit, je dirais que il y en a qui font du marketing avec des beaux cartons tout autour. Oui. Nous, on a voulu faire un clin d'œil à l'histoire. Mais moi, je vais vous dire, cher monsieur, nous, on n'est pas très marketing. Même le mot, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Vous voyez, on est quand même des gens de produits, nous, avant tout. Nous également. Il faut qu'on amène un service à notre Mais bon, client. la boîte est jolie. Hein, pour mettre des crayons, c'est très bien. Antoine, quel genre de produits vous recherchez? On cherche des produits de tout type. De tout type parce que nous avons des clients très différents. Il y a des usages, des utilisations des produits qui sont extrêmement différents également. Mais il y a un dénominateur commun qui est la qualité. Ces gousses ne sont pas à la hauteur des exigences d'Antoine. Ensuite, les producteurs enchaînent alors avec une innovation, de l'arôme de vanille avec grain. C'est-à-dire qu'on rajoute la graine de vanille. Donc là, quand on étale bien le produit, on voit très bien en visuel, on voit très bien les graines. Alors, on observe... Et pour le vérifier, Michel, le bras droit d'Antoine, goûte l'arôme. Mais une fois de plus, ils ne sont pas séduits. Ouais, bon, on a fini. Non, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on cherche. N'oubliez pas vos échantillons. Vous les reprenez après, d'accord, très bien. Ok. Je vous accompagne. On y va. Allez, le candidat suivant. Ah, monsieur Ruel, ça va bien? Je suis absolument désolé, on vous a fait attendre. J'ai honte, j'ai honte. Venez en cuisine. Le suivant, c'est Bruno Ruel, charcutier dans la Sarthe. Le carré, c'était quoi l'objectif du carré? Et en fait, il faut le couper pour regarder comment il est fait. D'accord. Vous nous l'ouvrez, Jean-Pierre, s'il vous plaît? Donc c'est un carré cuit au bouillon. Oui. Et là, vous avez mis du caramel autour? On met un arôme patrelle. L'arôme patrelle, c'est de la pelure d'oignon qui colore la charcuterie. Ça, je trouve pas ça terrible. Alors, on l'a donc avec arôme patrelle et sans arôme patrelle. Ouais. Moi, je suis pas trop pour. Il était blanc, ça permet de colorer le produit. Ouais, mais enfin, colorer. Je veux dire, il est cuit au bouillon, voilà. Cuit au bouillon. Il est comme il est. Après, s'il est peut-être un peu pâle, c'est parce qu'il est un peu pâle. C'est pour lui donner cette couleur, oui, donc sa souplesse. Ouais. C'est super bon. Ouais. Parfum, goût de bouillon. Hein. Paillé. C'est ce que tu avais remarqué là. Très légèrement, c'est super. Ouais, c'est bon. Ça, c'est juste un détail. Je pense qu'il faut qu'on vire l'arôme patrelle. Pour moi, il n'apporte rien. Désolé, hein, si je dis ce que je pense. Bien sûr, bien sûr. Disons le goût de bouillon, hein, impeccable. Ouais. Cuisson impeccable, pas trop d'ail, nickel, quoi. Produit traditionnel. Il n'y a pas de goût parasite. Ah, c'est très bon. C'est moelleux. C'est bien, très bien. Non, ça vous pensez à qui, Michel, comme clientèle là-dessus? Traiteur? Ça peut aller très bien dans les choucroutes. Oui. Ça peut aller très bien en termes de réchauffer. C'est vrai,
super pratique à découper pour une choucroute. Ça va. Tout ce qui est pique-nique également. Pique-nique. Ça se mange froid avec une salade chez un traiteur. Donc ça peut être aussi bien restauration que traiteur, boutique, etc. Là, c'est multi-usage. Multi-usage. Ça s'adresse à plein de gens. Le charcutier devra modifier son produit s'il veut être vendu ici. Le dernier producteur de la matinée arrive d'Angers. Antoine ne le sait pas encore, mais son produit est révolutionnaire. Vas-y, Jean-Pierre. Donc ça c'est unique ça. Oui. Là, les langoustes qu'on propose, elles sont déjà cuites, prêtes à l'utilisation. Prêtes à consommer. Prêtes à consommer. Ça peut se consommer froid en l'état. Ça peut se consommer chaud, légèrement poêlé. Dans un peu de beurre ou dans un pain de... Ce qui est révolutionnaire, c'est le mode de cuisson, alliant les basses températures et la haute pression. Cette technique rend la langouste aussi fraîche et tendre que si elle venait d'être préparée sous nos yeux. Les queues de langouste fraîches, on est sur des DLC validés à 28 jours. C'est ce qui est intéressant. Regardez la texture du produit. C'est pas surcuit. C'est pas surcuit, c'est pas spongieux. Ouais, mais c'est voilà, c'est pas spongieux. Là, on est vraiment... Waouh. Non mais au nez, c'est incroyable. Hein. Et même en texture, on voit bien que c'est pas archi-cuit. C'est pas, on est sur de la structure ferme. C'est juste la bonne cuisson. On est les seuls à proposer ce type de produit et on a fait la même chose sur du homard. Je pense qu'à l'automne, on sera aussi en mesure de vous proposer ce type de produit en médaillon. Super. Voilà. On est au bord de la mer. J'ai jamais goûté ça. Jamais. Incroyable. Antoine a gagné sa journée. 2 produits sur 3 découverts ce matin se retrouveront bientôt dans les rayons du magasin. C'est un café d'huile d'olive. On va les faire un peu plus fines. On a encore pas mal de produits à voir, les gars, donc il faut qu'on avance là. Allez, go! C'est le grand jour pour Frédéric Masse, l'expert du foie gras. Ce matin, il a invité 12 stars de la cuisine pour une visite privée du marché. Bon, messieurs, dames, bienvenue à Rungis. Mais là, on est dans les structures anciennes, je trouve ça assez joli. C'est des bâtiments qui ont été quand même conçus en 60, quoi. Le déménagement 67, donc... Et ces bâtiments-là, une quinzaine, tout en fruits et légumes. Et là, c'est la meilleure époque, parce qu'on est dans le fruit rouge, donc les odeurs sont extraordinaires. Des chefs français, italiens, japonais. Leurs restaurants ont tous 1 ou 2 étoiles au guide Michelin. Parmi les invités, Éric Guérin et Nicolas Stam, 3 étoiles à eux deux. Tout sent bon là. Tiens Eric, viens goûter la fève du Lot-et-Garonne. Regarde, fraîcheur, il y a encore l'eau dedans. Elle brille tellement, elle est encore... C'est vraiment un gage de qualité, ça. On a la chance d'avoir à Rungis les fèves du Lot-et-Garonne. Et ce soir, elles vont être cuisinées chez nous en Alsace. Directement dans l'assiette, chez nous en Alsace. C'est un produit exceptionnel. C'est important ce qu'il dit, parce que nous qui avons la chance de côtoyer des chefs en Asie, par exemple, ils nous envient Rungis parce qu'ils disent vous avez tout à votre porte. Et c'est presque même pas assez utilisé par les chefs qui viennent pas assez chercher l'inspiration ici. Mais moi, je travaillais 12 ans. C'est un rêve de chef ici. À Londres, moi, je travaillais 12 ans. Et c'est vrai que voilà, le marché que vous avez à Londres, bah, c'est pas tout à fait la même chose que vous avez ici. Ça n'a rien à voir. C'est un petit marché avec un peu. Et ils achètent tout d'Arrangis. Tous les légumes, fruits et légumes qui arrivent à Londres, ils viennent d'Arrangis. C'est magnifique. Ça me rappelle chez moi. Ça sent la pêche. Vous allez sentir à un moment l'odeur, elle est super agréable. Ça va? Merci. C'est jeune homme. Bonjour. Passage incontournable pour les étoilés, les magasins de Jean-Christophe Prosper. Messieurs, bonjour. Voilà, là, tu vois, t'es dans le... Magnifique. Magnifique. Là, vous retrouvez ce que vous aimez bien vendre, les copains. Le filet de bœuf en restauration, bavette d'aloyau, les hampes comme vous aimez. Ça régale du monde chez vous, ça. On a même la photo de la vache, regardez. Oui. C'était elle, en fait. Il les prend en photo tous les jours, dès avant qu'il les tue. Et derrière, tu as son petit prénom si tu veux aussi, mais... C'est vrai, oui.
Sur cette carte d'identité, le nom du producteur, l'origine de la bête et toutes les informations nécessaires à la traçabilité de la viande. On a tous la chance de travailler des magnifiques produits, mais notre souci, c'est la traçabilité pour nos hôtes et nos clients. On a besoin de rassurer les gens et nous sommes les ambassadeurs de ces producteurs. Et sans ces produits-là, nous tous ici réunis, on ne serait vraiment pas grand-chose. Pour s'aventurer dans le dernier pavillon de leur visite, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. C'est moi. Le pavillon de la tréperie, ce sont des cervelles, des langues, des têtes de veau. Un bon vidéo, ça coûtait très cher. Avec une nouille et tout ça, c'est au Japon, ils utilisent beaucoup. Viens voir, il y a des belles têtes de veau là. Ah bon? Si vous voulez, on va aller vous montrer comment on les désosse. On va aller voir à l'atelier de désossage. Bien sûr. Allez, on y va. Ah, c'est bien. Yuko, elle veut bien y aller, c'est merveilleux. Il faut quelqu'un derrière pour la retenir. Hein. J'ai déjà vu un japonais s'évanouir. C'est par là. Les coulisses de Rungis, c'est les ateliers de découpe. Il se passe des choses qu'on ne voit pas à Rungis. Et c'est tout à fait honnête. Cet endroit que seuls les initiés et 2 présidents de la République connaissent, Jacques Chirac et François Hollande, c'est l'atelier de désossage de la tête de veau. 200-300 têtes de veau par jour. Des belles têtes de veau françaises destinées à la restauration. Hey, il marche vite, hein. Ça, c'est carrément violent. Oh là là. Ouais. Ah, ça, c'est un privilège. Et puis ça, tu le vois rarement. Hein. Jusque dans les années 60, il fallait même un diplôme pour exercer cette profession. Un diplôme de tueur. Une dextérité, une précision qui laisse les chefs sans voix. Admiratif du savoir-faire, mais aussi de l'abnégation de ces hommes. Hey, il marche vite, hein. Ça vous faut combien pour faire un tête de veau, monsieur? À peu près 3 minutes? Ouais, 2 minutes. 2 minutes, on y va. Ah ouais. 2 minutes par tête de veau. Ouais, 1 à 2 minutes, quoi. Ah, c'est extraordinaire, quand même. Donc on désosse les têtes de veau, on récupère le cuir, hein, la partie qui se mange, avec les langues à côté. Et après, avec les crânes, vous faites quoi? Les crânes, on peut récupérer les cervelles, mais bon... La technique, la facilité avec laquelle ils font ça, c'est magique. Ça vous impressionne? Regarde, Massa, regarde, il fait pour toi. Il est en train de faire un rôti. Et la vitesse qu'il fait ça, hein, vous voyez? Il ferme, il met ça à l'intérieur, et voilà. Ça, c'est notre rôti des têtes de veau. Comme on l'achète à boucher, chez le boucher. C'est extraordinaire. C'est ce qu'on voit ici, c'est la chance qu'on a. On a d'abord un geste, on a un savoir-faire, des choses que finalement on perd, puisque même nous, des fois, on ne sait pas trop comment ça se fabrique. Et là, on s'en rend compte. Chapeau, les mecs. Merci beaucoup. Je vais passer une photo, je fais des tirages. Pour terminer cette visite, Frédéric Masse a réservé une surprise au chef. Allez, on rentre. Bon, les gars, on y va pour clore la visite. Vous allez aller dans le meilleur. C'est ma maison, le foie gras, c'est ma passion. Je suis content de vous faire partager ça aujourd'hui. On rentre, ils nous attendent avec une petite dégustation. Il va leur faire goûter le foie gras d'oie, celui qu'il a ramené des Landes. Le foie gras, il n'y a pas une semaine où j'en mange pas. Même chez mes clients, j'en mange. Je suis un malade du foie gras. J'adore ça. Simplement poêlé, en brochette ou en toast, Frédéric accommode les foie gras d'oie de toutes les manières. En fait, le challenge, il est tous les jours, il est quotidien. La passion du produit, il faut la transmettre. Et l'oie française, c'est l'origine du foie gras. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on mange tous du canard, mais qu'à l'origine, le foie gras, c'est de l'oie. Plus réparti dans le temps. Un produit exceptionnel. Ah non, oui. Je pense que c'est un vrai plaisir de gastronomie, c'est quelque chose de gourmand. Oui, bon, moi en plus en Alsace, qui est quand même une terre de foie gras d'oie, donc effectivement,
on l'a toute l'année à la carte en fait. Tu te réveilles, dès qu'à côté de ton lit, tu as une tartine et tu te fais une tartine de fromage. À côté de mon lit, j'ai de la graisse d'oie. Ah putain, c'est beau ça. Frédéric est en passe de gagner son pari, relancer le foie gras d'oie français. Je bois à votre courage. Vous avez encore l'œil vif, un peu comme les poissons qu'on a vus tout à l'heure. Alain Cohen, l'expert en fruits et légumes, quitte Rungis pour la Provence. Il part à l'aventure pour répondre à la commande d'un de ses prestigieux clients. Il a besoin de tomates et de fleurs d'exception. Non, j'ai pas vu. Si la commande peut être complète, moi je veux bien qu'on expédie. Ah ouais, mais c'est galère quand même. Hein. Ah bah c'est pour ça alors. Rien ne prédestinait Alain Cohen à travailler à Rungis. Enfant, il était acteur. C'était lui, le petit garçon, aux côtés de Michel Simon, dans Le vieil homme et l'enfant. Il devient ensuite architecte. Puis, il y a 10 ans, il arrive par hasard sur le marché de Rungis, alors que l'un de ses amis l'appelle à l'aide. Et un jour, il a un de ses chauffeurs-livreurs qui l'a planté. Il m'a demandé de lui filer un coup de main. Donc je suis allé à Rungis pour ça. J'ai fait les courses avec lui. Je suis parti en camionnette pour livrer. Et je suis tombé amoureux. J'ai changé de métier ce jour-là. Et j'ai décidé de faire comme lui. J'arrivais pas à croire j'arrivais même pas à croire qu'on pouvait gagner sa vie comme ça, quoi. J'allais le matin, faire le marché, c'est toujours un truc vachement agréable pour n'importe qui, tu vois, se balader au milieu des fruits et légumes. Je faisais le marché, je remplissais la camionnette, je me barrais avec mon petit camion, je mettais la musique, j'arrivais dans des cuisines, les mecs ils avaient la banane comme ça, parce que tu leur ramenais des trucs à... Et à la fin du mois, t'avais des ronds, je revenais pas, quoi. Tous les mecs qui bossent là-bas, ils ont une petite étincelle comme ça, de savoir que leur boulot sert à faire manger les gens. Du cariste jusqu'au plus grand patron, du grand fournisseur, que ce soit dans le poisson, dans la viande, dans les fruits et légumes, on a tous cette fierté quand même, tu vois, de participer à ça. La commande du jour est pour Pascal Barbeau, un chef 3 étoiles, réputé pour sa parfaite connaissance des fruits et légumes. Alain commence son expédition chez une vieille connaissance. Vincent Libourel, spécialiste de la tomate depuis 4 générations. Comment ça va? Et toi? T'es venu te perdre? Ouais, je suis venu me perdre. Ouais, je suis venu prendre le soleil et les tomates. Ouais. Pour la commande du chef Barbeau, Alain doit trouver des tomates de 17 cm de diamètre au goût exceptionnel. Ah putain, ça c'est des fruits ça. Ouais, là, après, on a... Ouais, voilà, ça c'est la taille qu'il a besoin. Ouais. Voilà. C'est du poids qu'elle est tombée, putain, elle a carrément arraché. Elle a arraché, elle a tout arraché. Pas croisé avec un ananas. C'est marbré, c'est magnifique. Ça, c'est une variété, c'est extraordinaire ça. Il n'y a pas besoin qu'il... Ah voilà, on dirait que tu tranches un ananas, c'est extraordinaire ça. Ah, tu vois, regarde ça. Et puis alors on se rappelle qu'à l'école, la maîtresse elle nous disait la tomate est un fruit. Et là tu vois, c'est un fruit quoi. Moi c'est ma tomate préférée. Ouais, moi aussi. C'est un bonbon ça, regarde ça. Tu vas te la manger entière? Non. On va continuer parce que sinon moi je m'assois par terre là, je te finis tout le plan. Là. Ouais. Moi je gagne ma vie comment? Après tu manges tout. Hein. Il est bon. Oui. C'est des crus. Chaque année, la terre, le climat et la manière dont c'est travaillé, ça valorise la plante et ça peut lui donner un goût différent d'une année sur l'autre. C'est comme le vin. Mais le vin selon le vignoble où tu es, le vin il n'a pas le même goût. Pourquoi? Eh oui, pourquoi? À le 500 sol, mètres près, hein, c'est pas la même exposition, c'est pas le même terroir, c'est pas la même terre. Il y a des cailloux, il n'y a pas de cailloux, il y a de l'argile, du limon, il n'y a pas de limon. Voilà, ici, le sol il est comme ça, il fait un goût exceptionnel. Regarde sur quoi tu marches. Après, voilà, je veux dire, tu vois, bon là, c'est le plastique, c'est juste pour l'herbe, pour nous. Mais tu vois, voilà, il y a un beau ver de terre. Regarde, c'est c'est vivant, tout ça. Il y a du monde dedans, voilà, je veux dire. Hein. Donc, après, voilà, tu vois les racines blanches, ça, c'est
C'est super ça. Tu mets 3 tranches d'une tomate comme ça dans une assiette, tu as le goût de la tomate. Tu mets 5 tomates hors sol, tu as tout beau assaisonner, salé, poivré, mettre de l'huile, du vinaigre, tu n'as pas le goût de la tomate, tu as le goût de tout le reste, quoi. Alain est impatient de découvrir la quinzaine de nouveautés de la saison. Pareil, elle doit faire une dizaine, une douzaine de variétés. Parmi lesquelles cette tomate jaune, particulièrement sucrée. Cette tomate groseille, originaire du Mexique à la saveur acidulée. Ou encore cette zébra, à la robe tachetée, au goût épicé. Ça c'est encore autre chose, ça. Conçu pour les desserts. Il manque un peu. Cette tomate vient du Canada, on l'appelle la beauté blanche. Je suis pas fan quand même. Hein. Ah ouais? Ouais. J'essaie de trouver, mais c'est pas évident. Hein. C'est un peu fadasse. C'est un peu fadasse. Ouais. Allez. Alain est intraitable, mais le producteur a gardé le meilleur pour la fin. Okay, je vais te faire découvrir quelque chose que je t'en ai jamais fait. Attends, on va en trouver une, t'as celle-là. Elle ressemble à la noire de crème un peu. Ouais, mais c'est la version cocktail. Goûte ça, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ah, mais c'est du sucre. C'est un bonbon, ça. Ah, ça fait 10 ans que je le connais. C'est la première fois qu'il fait ça. Ouais. Ça peut marcher dans toutes les bouches du monde, quoi. C'est incroyable. Puis à la voir comme ça, tu dirais pas. Toute petite, c'est rare que c'est autant de goût, quoi, des toutes petites tomates. Puis elle a un goût sucré qui est terrible, quoi. Vous allez en commander? Incroyable. Ah bah oui, je vais en commander. Je lui interdis d'en vendre à qui que ce soit d'autre. Je veux toute la production. Là. Heureusement que je te les avais fait pour toi. Non, mais c'est vrai, elles sont trop bonnes. Celles-là, elles sont toutes pour moi. Hein. Si j'en vois une ailleurs, t'es mort. La cocktail noire. Bon, celle-là, elle va faire des heureux, celle-là, tu vois. Elle va surtout faire le bonheur du chef Barbeau, à qui Alain va les présenter dans quelques jours. Mais sa mission d'exploration en Provence n'est pas terminée. Alors cette rose, moi je m'en sers, je la vends en frais. C'est une variété qu'avait ma grand-mère et ça vient du bord de la mer Noire. On peut la manger en crue. Elle n'a pas beaucoup de saveur à cru, mais elle a une odeur incroyable. C'est le parfum. Incroyable. Des fleurs comestibles, c'est l'autre souhait du chef Barbeau. C'est justement ce que cultivent Virginie et Philippe Maquef, au pied des collines de Pagnol. Ah bah ça, la bourrache, c'est une des fleurs comestibles qui a le plus de goût. C'est très savoureux. C'est un goût d'huître un peu, c'est un goût d'iode très prononcé. Ça reste en bouche, hein, aussi. Ouais. Dans leur serre, 40 variétés de fleurs comestibles. Ouais. Virginie et Philippe en cultivent depuis 5 ans, mais ils ont encore du mal à les vendre. Celle-ci, elle frise, elle est trop belle, celle-là. Donc bon, après, au point de vue goût, moi, ce que je fais, en fait, c'est avec une omelette. D'accord. Quand elle commence à se saisir, comme ça, tu prends les pétales et tu en mets un peu partout, ça colore l'omelette. Voilà, tu mélanges le jaune, le orange, c'est très joli. Ça parfume. C'est très joli, mais je suis pas... Non, je trouve ça très beau, quoi, mais je me mettrais plus dans l'oreille que dans le poisson, quoi. Si tu essayes avec une omelette, c'est sympa. D'accord. Peut-être à la cuisson, ça dégage autre chose. C'est possible. Et là, comme c'est magnifique, ces couleurs, ces tons de jaune, tout ça. Et là, comme c'est beau. Ah bah, il faut faire des beaux bouquets, ouais, mais je te dis, celle-là... Oui, non, mais je... Tu peux toujours me dire que c'est beau. Une sauce orange. T'as déjà vu, toi, une sauce orange? Alain représente un espoir pour ces jeunes producteurs, mais lui n'a jamais cru en ce produit. Tu veux goûter la capucine? Ouais. Ouais, je bouffe tout, moi. Voilà, d'abord tout se mange. Mange tout en salade. C'est un petit peu, c'est un goût de radis. Alors nous, on la présente sur une assiette avec des fromages. C'est vachement plus vif comme goût que... Ouais, tout à fait. Ouais. Génial. Hein. Alors moi, j'ai toujours chambré les chefs qui mettaient de la capucine ou de la pensée parce que j'ai toujours trouvé que ça n'avait aucun goût. Et tu sais ce qui est génial, c'est de mettre un petit morceau de fromage frais à l'intérieur de la corolle, là, de la fleur. C'est comment ça, c'est hyper fort, hein, c'est incroyable. Alors, c'est super bon. J'aime bien les caresser un petit peu, voilà, comme ça il y a le parfum comme ça qui te... Je savais pas que c'était ça la capucine. Une plante, il faut qu'elle souffre un peu. Si tu veux qu'elle ait du goût, il faut qu'elle souffre. D'eau, manque d'eau. D'accord. Donc volontairement, elles ne sont pas gavées d'eau. Et ouais, donc ça concentre les saveurs en fait. Voilà. Ouais, y a pas de génial.
Et je vais retourner voir les chefs à qui je dis depuis des années que c'est naze. Et je vais leur dire que ça fait des années que je leur dis des conneries. Mais c'est rien que pour ça, je suis content d'avoir fait 1000 km. Convaincu par l'intérêt de ces fleurs comestibles, Alain envisage de proposer la production de Virginie et Philippe à Rungis. Se retrouver dans un endroit aussi connu et reconnu, j'imagine que ça va nous permettre de nous développer davantage, d'être encore plus curieux, de voir un peu s'il n'y a pas d'autres fleurs comestibles à présenter pour toujours étonner. Voilà, c'est stimulant en tout cas. Donc oui, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Qui en fait finalement ont cultivé exclusivement pour les Marseillais et les Aubagniers. Donc là on part sur Paris, vous imaginez un peu. Et c'est dans le monde entier après. Ces fleurs seront elles aussi bientôt dans les cuisines du chef Barbeau. Viens voir ton magasin tout refait. Tu l'as pas vu depuis des années. Incroyable. C'est une des figures de Rungis qui accompagne Frédéric Masse aujourd'hui. Une des femmes les plus connues du marché, sa mère. Oui, mais moi je veux rentrer chez moi. Eh ben vas-y. Déjà, tu remarques le sol? Ah oui. Tout ça c'est refait? Ah oui, du rouge, pourquoi pas, après tout, oui. Ah bah écoute, ça réchauffe, hein. Ça réchauffe. Et là, c'était le... Et là, attention. Waouh! Waouh! J'aimerais bien travailler là encore. Moi. Cela fait 2 ans que Christiane Masse n'a pas mis les pieds dans le magasin qu'elle a créé avec son mari il y a 40 ans. Comment allez-vous? Contente de vous voir. Alors, oh, mais dites donc, vous avez... élégante? Non, puis vous avez maigri, non? J'ai maigri. Michel, mon grand Michel. Oula, attention. Et vous? Pleine forme. Et vous aussi? Ouais, ça va bien, heureusement. Rose comme... Bonjour monsieur, ça va bien? Ça va, merci. C'est en lui faisant manger du foie gras que son mari l'a séduite. Ah bah oui. À sa mort, elle a dû à 43 ans reprendre l'affaire et la gérer seule. Ça c'est très bon. Moi j'adorais ça parce que le matin à 4 heures, je pleurais sur mon oreiller de me lever. J'arrivais là, les embrassades, bonjour, comment ça va, les enfants, les petits-enfants. Mais ça fait pas mourir de travailler 12 heures par jour, je vous le signale. C'est dur, mais ça fait pas mourir. Bon, le sous-sol, il a guère changé, sauf qu'il est plus propre, il a été refait. Christiane fête aujourd'hui ses 80 ans. Bon, mes foie gras crus, ils sont où? Ah, le foie, il est là. Ah, où il est mon foie? Du Périgord, regarde ça. Ah, bah voilà, là, ça me rappelle, alors, quand on faisait les caisses, et alors on ouvrait tout ça, est-ce qu'il n'y a pas de sang, est-ce qu'il n'y a pas de nerfs là-dedans? Superbe. Ah, il est beau d'ailleurs celui-là. Il faut être belle taille, ouais. Et alors, on en tâtait comme ça des centaines. Mieux travailler. Et comme lorsqu'elle travaillait ici, Christiane veut assouvir son péché mignon. Moi, je voudrais des fraises des bois. Mais tu vas pas ramener des fraises des bois dans le train? Mais peut-être qu'il y a des petits cagettes. C'est introuvable maintenant. Regarde. Ah, des fraises des bois. Ah. J'y crois pas, regarde qui c'est qui est là. Oh, que ça fait plaisir. Quelle bonne nouvelle, Patrick. Ça me fait plaisir. Pour mes 80 ans, mon fils m'invite à Rungis à venir visiter. Tu vas bien, 80 ans. C'est un cadeau, surtout pour nous. Venez. Il y a longtemps, hein. Mais il est en pleine forme. Tu me dis bonjour ou quoi? Oh, pardon. Mais attends, c'est la reine du marché. C'est exactement ça. On peut pas dire autre chose, hein. Moi, je suis une fille de Rungis avec saucisson et coude rouge. Et on va boire l'apéro à l'Étoile? Ravi. Franchement, mais... Il est grand, hein. Au lieu de passer par l'extérieur, c'est formidable. C'est guidé, là. C'est juste... Il est pas fou. Patrick était l'un des fournisseurs de Christiane. Ah, vous êtes impressionnants tous les deux, vus ensemble. Ils se sont connus à l'époque des Halles de Paris. Oh, tu l'as vu depuis quand même. Il y avait aussi le patron de ce restaurant. Bah ouais, on habite à Lyon. Hein. Cette vie au cœur de la capitale, Patrick, viens voir. c'est leur racine commune.
Ah ça, oui, les anciennes halles. Eh, c'est super ce... Ah bah ça, j'ai connu ça. Ah, mais t'as vu, ils mêlent la... Moi, j'ai vu des gens encore en sabots, arriver aux halles en sabots, avec le sac à patates sur le dos pour venir chercher les marchandises. Regardez le sol, regardez la façon de travailler qui est tellement différente. La petite camionnette, là, qui prend le long des grilles. C'est une autre vie. Les camions qui devaient passer beaucoup plus vite, fallait pas stationner. Donc il fallait sortir de la rue Montmartre à toute allure, un camion, ranger en vitesse, passer de l'autre côté. C'était pas facile de travailler, hein, je vous le jure. Alors, le paquet de Valérie, voilà, 5 francs le paquet, monsieur, ça c'est beau, hein. Quand j'arrivais à 4 h le matin, j'entrais dans le fond de ma cour et il y a des rats qui me passaient dans les jambes, grands comme ça. Insalubre, exigu, il ne restait pour le ventre de Paris qu'une solution, déménager pour une ville de banlieue. On est posté des nuits à bosser dans les halles. On n'abandonne pas les halles après des dizaines d'années de présence sans un petit pincement au cœur. On est posté des nuits à choquer le cristal. À 7 km de la capitale, c'est Rungis qui est choisi. Après 6 années de travaux, le marché sort de terre. Christiane découvre en 1969 cette ville moderne dédiée aux marchandises et va devoir s'y adapter. Pour moi, ça m'a paru l'usine par rapport au marché de Paris. Je me suis demandé ce que je venais faire là. C'était grandiose. Il y avait de tout. C'est devenu un marché mondial, là où les halles de Paris étaient un marché finalement local. Ça, c'est En extraordinaire. fin de compte, les grands-parents ont fait c'était sur la France. Nous, on a fait l'Europe et mon fils, il est en train de faire le monde. Comme à l'époque, Christiane vient déjeuner à la Marée, l'un des 20 restaurants de Rungis. Un verre de champagne en plus pour fêter ses 80 ans. Paul, mon écrivain préféré. Rungis vous manque, Christiane? Rungis me manque. Comment peut-on dire ça? C'était ma vie. Je peux pas dire j'ai aimé, je n'aime plus. C'est ma vie. C'est là, c'est dans mon corps, c'est dans ma vie. Il est là, Rungis. J'ai eu les halles de Paris, il est là. J'ai eu Rungis, c'est là. Voilà, il n'y a plus rien. Mais maintenant, j'ai ma famille qui m'en parle. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Alors cette vache-là s'appelle De Vienne, parce que chaque vache a son nom. Donc derrière il y a H, on a Coissy, on a Asperge, on a Fraise, on a Eramé, on a Astuce, on a Cutopie, Écalme, Eboumaya, Algues, on a Étarine. Les noms sont donnés par rapport à l'année de naissance. Chaque année, on a la lettre, comme cette année, c'est la lettre I. D'accord. Alors souvent, nous, maintenant, le nom de la mère, comme Astuce, l'année qu'elle a donné une femelle, on l'a appelée Castus. Voilà. Pour se rappeler l'origine. Si on a une lettre G, on l'appellera Gastus, au lieu de Astuce. La mère s'appelle Astuce, on l'appellera Gastus. Que sa mère s'appelait Sauce, on l'a appelée Échalote. Une fois par mois, Jean-Christophe Prosper fait le tour de ses fournisseurs. Il est accompagné de son épouse, Marie, qui dirige l'entreprise. Aller sur le terrain, c'est faire le lien entre les producteurs et ses clients. C'est aussi vérifier comment les vaches sont élevées. Aujourd'hui, il visite les frères Guérin et leurs 140 Normandes. Dis donc, la vache, tu parles des morceaux? Beaux morceaux, hein. Ah oui, oui, des vaches comme ça, quasiment dans les 500 kg de viande. Oui. C'est super. Ça, c'est du 500 kg. Magnifique. Elle a un beau cul, elle a les petites épaules. Tout à fait, elle est bien gaulée pour une Normande. Hein. En qualité de viande, elle est bien. D'accord. T'as vu un peu les forces? J'espère qu'elle est tombée à l'abattage. Ça, c'est important ce que dit le... Qu'est-ce que vous regardez là, Jean-Christophe? Vous allez regarder quoi là? Le cul. Allez-y alors. Le cul. Je sais pas si elle va me laisser approcher ma copine. Hein. Ce qu'on recherche souvent, c'est une vache qui a un bassin bien éclaté comme ça.
Hein, avec un arrondi de culotte. Une bonne culotte, un bon arrondi de culotte. Des arrières bien développées, des petites épaules, parce que la masse musculaire, qui est pleine de qualité, de tendreté, etc., qui peut se valoriser, c'est dans le cul de l'animal que ça se passe, dans la cuisse de l'animal que ça se passe. Et ça, c'est de la viande qui pourrait se retrouver à Rungis? Sans aucun problème. Parce que ce sont des animaux qui vont être gras, qui vont être très persillés, qui vont être très couverts, qui vont pouvoir se garder aussi bien chez nous, dans nos frigos, dans nos grands frigos, que sur l'étal du boucher. Et c'est des produits qui sont extrêmement qualiteux. Jean-Christophe vend cette viande plus chère parce qu'il a pu contrôler sa qualité et son origine. Pour rassurer et fidéliser ses clients, il expertise même le menu des vaches. T'as vu l'herbe comme elle est belle? T'as vu ça? C'est important ça, c'est important. Qualité de l'herbe, oui, bien sûr. Oui. Pourquoi c'est important, je ne comprends pas? Une bonne herbe va donner une bonne production de lait comme une bonne production de viande. Un produit qui a du goût, surtout un produit gustatif. Ça sent bon. Ah ouais, c'est super bon. Ça sent l'argent. C'est quand même... Ça sent l'argent. Et ça sent des bonnes bêtes, c'est sur des billets. Voilà. Non mais ça, sérieusement, la gestion de la terre, c'est déjà le premier gain. La bonne gestion de la terre, c'est une gestion de l'animal, c'est une gestion de la masse musculaire, c'est une gestion de la qualité, en fin de compte, de la bête. Et donc ça, c'est le premier argent, le premier gain, il est là. Vous avez besoin de venir sur le terrain? Vous avez besoin de voir les éleveurs, là? Ben, c'est important. Il faut voir ces gens, il faut voir ces éleveurs-là. C'est des mecs qui travaillent, qui bossent sans arrêt. Ils ont des herbes... 24, il faut toujours être derrière. Ils ont des prés magnifiques, ils ont une herbe superbe, ils ont des qualités de malades, ils savent connaître très bien leur métier, ils produisent des animaux exceptionnels. Oui, il faut gratter, il faut aller chercher, il faut dénicher des gens comme ça. Et logiquement, ben, l'animal, c'est presque c'est presque un enfant, c'est un bébé, c'est la transmission d'un patrimoine génétique, etc., de ses envies, de ses besoins, c'est ses tripes, quoi. Voilà, il donne ses tripes. Donc voilà, en fonction de l'homme, on voit ce qu'il y a derrière. Et il y aura toujours la traçabilité qui aura toujours compte. Ah bah ça c'est sûr. Avant de continuer leur périple normand, Jean-Christophe et Marie vont passer la nuit en famille. Du soleil pour embellir un peu plus ce corps de ferme retapé par les parents de Jean-Christophe, boucher charcutier pendant 40 ans à Paris. On dit souvent tel père, tel fils. Dans le cas présent, on est en dessous de la vérité. Tu as dormi? Bien. Oui, une super rosée. Hein. Oh, c'est bien dormi. T'as encore les yeux gonflés, toi, mon petit. Oh, non, non. On voit que tu dors pas beaucoup, toi. C'est bien. C'est bon, c'est bien. Allez, au déj, les copains. Le café est chaud. Allez, rentrez. Ça y est, après toi. Ouais. Allez, j'amène le jus, moi. Le café. De Dieu. Ouh là 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 là. C'est une super table. Waouh. Sympa. Donc on ne sève pas de table tant qu'on n'a pas tout fini? C'est ça? Je tiens. Pardon? Allez, il y a de la cochonaille, hein. Au démarrage, c'est de la cochonaille. Alors, on a fait des calettes. Je mets tous là. Oui. C'est un petit peu, c'est pour du sucré. Et puis, bon, on a fait quelques crêpes. Bon, c'est pas la peine. Il y a quand même une goule de parisien, hein. Pas comme ça. Alors, là, ici, c'est bon. Un goût de café. Ah oui, s'il te plaît. Quand on voit le petit déjeuner, on comprend chez qui on est. Christian était boucher charcutier à Paris. Il s'est approvisionné aux Halles, celle de Paris d'abord, puis de Rungis ensuite. Chez les Prospères, on se transmet la passion de la viande. C'est lui qui a choisi de faire comme son grand-père, comme son arrière-grand-père et comme son père, puisque ça fait la 4e génération. Il se demandait d'abord pourquoi son père dormait toujours quand il était là. Parce que de toute façon, commencer à 3 h le matin, finir à 9 h le soir, 17 heures par jour, puis travailler jusqu'à 72 ans. Évidemment, je sais bien que ça concerne, mais enfin, il faut dire qu'on n'est pas à la retraite à 55 ans chez nous. Hein. Ça épuise. Nous, on arrive à 70, 72 et plus, hein, des fois. Hein. Il explique que vous, messieurs, vous n'avez plus de temps pour nous, les femmes. Puisque vous êtes tellement amoureux de votre métier, tellement... le contentement physique. Non, mais vous retirez quand même d'un amour de métier quelques privilèges, quand même. Oui, j'imagine. Oui, il faut savoir. C'est sûr. Les crêpes. Voilà. Prendre les crêpes.
Le grand-père, oui, le grand-père était en bas de la pyramide. Il a commencé comme rien. On a trimé comme des bêtes. Parce que je suis assez content qu'il soit à Rungis. C'est un peu le rêve de tout ce qui est boucher détaillant. Pourquoi? Parce que, disons que ça... C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de mon grand-père qui avait le cul dans la merde avec les bêtes, qui trimait. Je voudrais qu'on aspire pour ses enfants qu'ils aient une meilleure vie que soi. Et lui est arrivé au projet, c'est des Rungis. Enfin, c'est ça, le top de la pyramide. C'est tout. Allez, les enfants, voilà les crêpes. Et elles sont chaudes. La fierté de Christian ne rattrapera pas les petits déjeuners manqués, ce qu'il n'a pas pu prendre avec son fils, trop accaparé par son commerce et les heures passées à Rungis. Le goût du métier, c'est toi qui me l'as donné. Et malgré tout, au démarrage, quand j'étais petit, je comprenais pas. Ben, ce métier-là, je lui en voulais. Parce que c'est ce métier, en fin de compte, qui m'enlevait mon père. Je comprenais pas les contraintes. Pour quelles raisons tu dormais, pour quelles raisons je pouvais pas jouer avec toi, pour quelles raisons on pouvait pas sortir, pour quelles raisons on pouvait pas bouger. Et j'en voulais, en fin de compte, à ce métier-là. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce métier de dingue? Jamais je ferais ça de ma vie, etc. Et je te voyais avoir presque plus d'intimité avec ces gens-là qu'avec ta propre famille. Mais je comprends. Je le comprends parce que ces gens-là, c'était une chaîne de compétences qui te fait vivre et qui te fait maîtriser un produit complètement pendant toute une année. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, Jean-Christophe travaille avec sa femme. Waouh, ça y est, t'es arrivé au bout du monde. Magnifique. Les présalés. Les fameux présalés. Les agneaux de présalé, c'est ce que Jean-Christophe et Marie sont venus chercher en Normandie. Ils n'en ont plus suffisamment à Rungis. Stop, pas bouger. À droite. Ils rencontrent pour la première fois Jean-Luc Gillard, un enfant des marais qui élève des moutons depuis 30 ans. Il consacre sa vie à ses agneaux et n'est pas prêt de les vendre à n'importe qui. Salut Jean-Luc. Salut. Comment ça va? En forme? Bonjour. Bonjour. Marie, enchantée. Et voilà, Bon. tout est là. Cet éleveur produit 200 moutons par an. Une quantité insuffisante pour approvisionner les travées de Jean-Christophe à Rungis. Il doit convaincre Jean-Luc d'en faire plus. Mes agneaux, je pourrais les vendre peut-être 30-40 € de plus. Mais non. Ça va s'adresser à une clientèle de très très haut de gamme, assez rare, des restaurateurs presque étoilés qui vont chercher l'excellence, c'est clair. Moi, je vois ça un petit peu différemment. Enfin, moi, je voudrais que tout le monde en goûte. C'est pas, je veux pas que ce soit que pour une clientèle. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que dans ces conditions-là, il faut fournir. Et c'est pour ça que je suis resté comme ça et que c'est moi qui vend et j'essaye de ne pas le vendre trop cher. Ouais, c'est tant mieux. C'est pour l'amour du produit, c'est ça? Oui. Parce que je suis né là avec eux et puis voilà, du moment que moi j'ai envie, je cherche pas à faire fortune, moi ça me suffit, c'est tout. Et je pense que je pourrais en avoir le double, je les vendrai, quoi, il n'y a pas de souci. Sans aucun problème. Sans faire de pub. C'est un vrai puriste, hein. Bon, je pense que c'est un vrai puriste. Hein. Voilà, tu arrives au bout du monde pour voir c'est clair. une perle rare, ça c'est clair. C'est vraiment agréable d'entendre ce genre de discours. Les moutons nous écoutent là, c'est bon. Oui, en plus c'est vrai, ils sont très à l'arrêt. attentifs. Les copains sont à l'arrêt. C'est extraordinaire. Jean-Christophe et Marie sont face à un roc. Alors ils vont s'accorder du temps pour comprendre le travail de Jean-Luc, la manière dont il élève ses agneaux. L'éleveur est sensible à cette démarche et décide de leur faire découvrir ce site exceptionnel. Ah, chouette. Ah oui, donc c'est toute cette étendue-là qui va être prise par la mer et ensuite montée sur les marées là. Alors, ça, c'est l'entrée du Havre. D'accord. La mer arrive, il y a le mascaret, une vague qui arrive, et tout ça s'emplit d'eau. En 1h30, tout est couvert. Il y a 200-300 hectares de couverts, quoi. Waouh.
Et les agneaux se nourrissent de cette herbe salée, ce qui leur donne ce petit goût iodé, cette saveur unique tellement recherchée. Finalement, ce jour-là, aucun accord, juste une promesse. Celle de l'éleveur d'envoyer dans quelques jours des échantillons de viande à Rungis. Ah non, mais je te dis, avec tes courgettes, là, il leur faudra aujourd'hui un peu des grosses. T'en as encore? Ouais, mais nous, on a toujours... Mais tu le sais, bordel, tu sais bien que j'ai des clients qui me le demandent, ça. Et pourquoi moi, j'en ai pas 2 colis de... Mais attends. Élodie Ricourt est la pionnière du bio à Rungis. Quand elle commande des courgettes à son fournisseur, elle les obtient. Non, mais attends, tu te moques de qui, ça? Dis-moi quelque chose de cohérent, mais pas une connerie pareille, s'il te plaît. Alors, tu m'en fais 10 demain et 10 demain et 10 jeudi. Voilà. Et je t'aime, mon amour. Avec son caractère bien trempé, Élodie Ricourt dirige le plus important grossiste bio de Rungis. Elle est arrivée ici il y a 26 ans, à une époque où personne ne croyait au bio. Élodie a dû se battre pour l'imposer sur le marché. Ça va pas comme ça, je le dis. Bon. Et les œufs, c'est quoi? Pourquoi c'est ouvert? Ça va rester en... Non, mais ça, je veux pas que ça reste ici. C'est même... Ça devrait même... Tiens, t'as encore... Il faut les apporter là-bas, c'est pas ça qu'on prend en premier. Et dis-moi, quand on met des 250, comment que ça se fait qu'on tombe pas sur un compte par 2? Qu'est-ce qui se passe, Élodie? Je suis pas contente du rangement de la palette du campagner. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses qui devraient pas être au frigo et qui sont dessus. Et qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que ça doit pas être au frigo parce que ça va être humidifié. Et alors? Donc il faut... Eh ben, ça va pas. Mais qu'est-ce que ça fait que ça soit humidifié ou pas? Ben, ce sont des fruits secs. On ne doit pas les mettre à la même température que des légumes. Élodie défend son credo avec la même énergie. Rendre le bio accessible au plus grand nombre. Pour cela, elle a créé il y a 17 ans les campaniers. Des paniers de fruits et légumes préparés à Rungis tous les jours et vendus dans des magasins d'Île-de-France. Pour 12 €, 3 kg de primeurs bio et des recettes pour les cuisiner. Nous avons 1 kg de courgettes, 500 g de carottes, une tête d'ail frais qui correspond à 100 g. Et nous avons 600 g de tomates, 3 pieds d'artichaut et un beau panier de mesclun. C'était le moyen aussi de faire connaître le bio à des gens qui n'étaient pas habitués à manger bio. Parce que dedans, il y avait les recettes, il y avait tout ça. Donc il y avait des femmes qui travaillent comme maintenant, c'est le temps, qui travaillaient, qui prenaient leur panier, ils avaient leurs recettes, tous leurs produits. Et c'était le but aussi. Et on a eu beaucoup de clients qui n'étaient pas bio avant et qui se sont mis à consommer du bio. Bon, on va en prendre un. Il n'a pas l'air très mûr, hein. Alors il faut que j'aille au goûter. Laura, tu peux descendre, le melon est arrivé. Merci. Ce melon provient d'un nouveau fournisseur. Élodie a besoin d'en contrôler la qualité. Bonjour. Elle le fait avec Laura, l'ingénieur agronome de la société. C'est le melon du campagner, j'aimerais que tu le testes pour voir déjà son taux de brique. Le taux de brique, c'est le taux de sucre contenu dans le melon. Oh bah déjà, il a l'air d'être bien juteux. Il est à 16. C'est pas mal. C'est bien 16. Ah, déjà, il a une belle couleur. Oui. Ouais. Il est bien homogène sur le bord. J'ai peur qu'il soit un peu trop mûr. Allez, donne-moi un petit bout de melon. Allez-y. Il est très bon. Et un melon bio, il est plus sucré ou il est... Non. Non, le taux de sucre n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bio ou pas. C'est les choses qui n'ont pas été traitées, c'est tout, ça va pas plus loin. Il n'y a pas de traitement chimique comme il y a sur les autres melons. Des fruits et légumes sans pesticides, bons pour la santé, des arguments qui séduisent les consommateurs. Le secteur bio est celui qui connaît la plus forte croissance du marché de Rungis, 10% par an. Bah là, on a des produits français. On a les artichauts. Vous pensez que les pesticides sont mauvais pour la santé? Ils permettent aussi de protéger les légumes, de les faire vivre plus longtemps, si j'ose dire. Oui, mais sauf qu'un légume, il n'est pas fait pour vivre longtemps une fois qu'il est cueilli. C'est contre nature et il est fait pour être consommé rapidement. Et plus un produit est consommé rapidement, et meilleur il est pour la santé parce qu'il perd moins ses minéraux, moins ses vitamines.
Et là, ça devient intéressant de le consommer. Que de consommer, par exemple, un artichaut qui a été traité chimiquement et que ça fait 1 mois qu'il a été cueilli, il reste beau et vert, mais j'aimerais pas voir le résultat dans l'estomac, ce que ça donne sur le long terme de consommer des produits comme ça. Il n'y a plus de vie dedans. C'est-à-dire qu'on consomme un aliment qui est vide. Il est mort. Ouais, c'est ça. C'est un aliment qui est mort. Donc c'est aussi l'avantage de consommer du bio. Peut-être consommer un petit peu moins, parce que ça a un coût, mais consommer mieux et de prendre le plaisir de manger des bonnes choses. Pour que le plus grand nombre puisse manger de bonnes choses, Élodie défend depuis ses débuts un projet ambitieux. Que soit construit sur le marché un pavillon exclusivement dédié aux produits bio. Ici, sur un parking qui est inutilisé aujourd'hui. Là, nous sommes où, nous? Notre grand bâtiment est où par rapport à ça? Il est là. Je vous montre. Un rêve que le patron de Rungis veut concrétiser. Il est là. Voilà. Et le bâtiment bio? Juste un peu à droite. Il sera là. Ensemble, ils ont prévu de regrouper tous les acteurs du bio du marché sous le même pavillon pour faire jouer la concurrence et obtenir ainsi une baisse des prix. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que vous n'imaginez pas que c'est vachement important d'avoir un bâtiment bio. Par rapport à tout ce conventionnel qui est là, par rapport à de la viande, c'est énorme s'il y a juste un endroit où c'est que du bio. Je vais ajouter quelque chose qui est quand même assez important. Je vais vous dire, Élodie, il y a un public pour le bio. Ce public va se développer. Et les gens, ils veulent avoir une histoire autour de leurs produits. Et ça, vous pouvez leur apporter cette histoire. Et je trouve que c'est quand même très, très important. C'est très important. Et moi, je veux être dans ce mouvement-là. Je suis une vieille dame maintenant. Hein. Vous exagérez. Si, ça ne se voit pas, mais je suis une vieille dame. Vu l'âge que j'ai, je ne vais pas rester encore 25 ans. Et donc, je pense que c'est le bâton de maréchal qui m'est tendu. Et donc, je voudrais bien aider à cette création pour que ça marche et que ça reste, ce bâtiment. Au bout du deuxième pavillon de produits laitiers, eh bien, vous voyez, il y a un trou, il y a un bâtiment rouge. Aujourd'hui, c'est un parking. Demain, ça sera un pavillon totalement dédié au bio. Et entièrement neuf. Entièrement neuf, avec plusieurs emplacements. Toujours les codes couleurs. Le rêve d'Élodie devrait être concrétisé en 2015. Le jaune, c'est les produits laitiers. Le rouge, la viande. Ah, ouais. Les moments les plus sympas, c'est d'aller chez les agriculteurs pour trouver des choses comme ça, et puis après d'aller voir les chefs, voir si ça les espante autant que moi, quoi. On est une cheville ouvrière, nous. On est la rotule du métier. Parce que sans nous, ça arriverait jamais chez les chefs, ça. C'est pas possible. C'est pas le métier des agriculteurs de distribuer leurs produits. Ils peuvent pas. Je pense que les capucines, ça va surprendre qu'elles soient aussi goûteuses, j'espère. Bonjour, c'est Alain. Je te dis ce que je t'amène ou tu t'en fous, tu verras tout à l'heure. Ok. Les premières vraies bonnes tomates que tu vas tomber sur ton cul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah bah le reste c'est la surprise, tu verras bien. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Salut Pascal, à tout de suite. Alain vient présenter les nouveautés qu'il a ramenées de Provence au chef Pascal Barbeau. À 41 ans, ce cuisinier 3 étoiles est devenu une référence de la gastronomie mondiale. Chez lui, pas de carte. Salut. Chaque jour, Pascal Barbeau réinvente ses plats en fonction du marché. Alors, on a des nouveautés? Voilà, alors je pense que ça va t'inspirer. Alors c'est les premières, les deux seules variétés de libourel qui nous envoient là depuis quelques jours, c'est la noire de Crimée et la cœur de bœuf. On est sur l'ananas, là? Oui, mais on a quand même trouvé dans la plantation une ananas mûre et une petite cœur aussi. D'accord. Je veux que tu goûtes aussi la noire de Crimée. Noire de Crimée, ok. C'est beau, hein? Regarde-moi ça. Putain, c'est comme une orange, tu l'épluches. Alors, ce que j'aime sur celle-là, regarde, c'est sur cette tomate, là, la meilleure partie de la tomate, on va la chercher ici. On va faire quelque chose de fabuleux avec. Regarde la couleur des graines, ce qu'on appelle le sérum. Tac. C'est comme des œufs de poisson. Tout explose en bouche, là. Tiens, on va partager. C'est du caviar de tomate, en fait, mais regarde, t'as la texture, t'as... T'as lâché le vinaigre dessus. Voilà, bah, ça va être magique, le vinaigre. Hein.
Alors vas-y, on voit. Tac, tac. C'est fabuleux, hein. Fabuleux. Que là, on est sur des textures. Là, on est vraiment... On est quelque chose de complètement différent. Comment ça fond, ça? C'est marqué, hein. Alain a aussi rapporté la fameuse tomate ananas. Celle qui doit répondre au cahier des charges draconien du chef. Vas-y, donne. 650. Combien tu dis? C'est votre dernier mot? 720. Oh putain, oh les deux. Oh, comment Coupé, Allez, coupe. Vous voulez du spectacle? Alors allons-y. Ouais. Tu la coupes à l'équateur et t'as un tableau. C'est une œuvre d'art, ça. Voilà, y a pas besoin, no comment. Ah non, là, il n'y a rien à faire, là, surtout pas, surtout pas. Là, aucun mérite. C'est Alain et le producteur qui a fait tout le job, là. Ça s'invente pas. Hein. Mais avant de la cuisiner, le chef Barbeau veut tout voir. Alors ça, c'est Daniel Vulot aussi qui m'a présenté une productrice que je connaissais pas. Elle est à Aubagne. Rien que le nom, déjà. Ah, c'est beau, ça c'est chante, beau, non, c'est chantant. Hein. C'est chantant. Hein. Alors attends, parce qu'il y a des trucs aussi qu'elle m'a mis contre... On oublie, ça, c'est sans intérêt. Non, mais il y a que deux trucs qui ont un intérêt. C'est ça et ça. Voilà. Et la capucine. La rose, si c'est de la sauvage, ça peut être très très beau aussi. Ouais, écoute, moi, je n'ai pas trouvé ça fabuleux. Si c'est de la sauvage, ça peut être très beau. Alors, capucine, très belle. Et attends, elles ont fait 5 heures de TGV, 25 heures de voiture. Donc pas au frais, mais... Vas-y. Ah, moi, je mets tout en bouche d'un coup. Hein. Tu gardes un peu, tu vois. Superbe. Très moutardé, très puissant. Un vrai condiment. Un vrai condiment. Moi, ça fait des années que je goûtais des capucines qui n'avaient aucun intérêt, quoi. Très beau. Extraordinaire, hein. Très, très beau. Elle n'a jamais vendu en dehors de son exploitation et des petits marchés du coin. Et elle va m'envoyer ça maintenant. Mais moi, une fleur de capucine m'intéresse plus qu'un caviar dégueulasse. Enfin, voilà, il n'y a pas l'histoire des produits nobles et pas nobles, ça n'existe pas. Moi, je suis très simple. Un petit peu ma devise, c'est Winston Churchill. Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je me contente que du meilleur. Basta. Voilà, c'est ma devise. C'est pas compliqué. Moi, faire plus difficile, c'est pas possible. Donc, ce que je recherche, la tomate parfaite, la pousse de basilic parfaite, la petite fleur, la rose, le piment, voilà. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir composer un plat. Les tomates de Libourel, voilà ce que ça devient, tu vois. Tu pourrais porter ça en pendentif, presque. C'est un gâteau, hein. Donc là, on retravaille la tomate mozzarella, revisitée, si tu veux, en dessert. C'est quoi, tu mets quoi, là? Une crème fruit de la passion. Et c'est le chocolat blanc qui remplace la mozzarella. Huile d'olive. Ouais. Voilà. Oseille sanguine. Pour rappeler le côté oseille. Et ça a l'air tellement facile, c'est énervant, quoi. Je te jure, ça fout les boules, quoi. Donc, tu vois, les 3 trucs qu'il nous a sortis, là, moi, ça m'énerve, en fait. Un dessert recouvert par le caviar de la tomate noire de Crimée. Et si j'en avais amené, je suis un con. Ouais, j'en ai amené. Avec les fleurs de Virginie, Pascal Barbeau improvise une autre création. Tiens, goûte, s'il te plaît. Juste une langoustine, du piment, des fleurs et une feuille de basilic. Elle est chaude, l'huile? Oui, elle est chaude. Ouais, débarrasse-la. Regarde, regarde. Au niveau du parfum, ce côté super beurré, là, c'est beau, hein. Les fraises vertes, donc le croquant sur nos fraises vertes, là. Donc on a la belle texture. Eh, c'est pas magnifique de voir ça. Moi, ça me rend mal. C'est beau, hein. Ça va fondre. Attaque par ça en premier. Ça, okay. Parce que ça, c'est ni dessert, ni chaud, ni froid. D'accord, ça, c'est l'arrache, quoi. Voilà, on se régale. Donc ça, c'est la tomate ananas de Libourel qui est devenue une œuvre d'art de Pascal Barbeau. Le chocolat blanc. T'as goûté le chocolat blanc? Bah, putain, tu me l'as demandé. Je l'ai enlevé de la bouche après me l'avoir mis. C'est un truc de... En fait, tu sais, c'est cette acidité. Et là, c'est la tomate. Bon, faut pas trop en prendre, hein.
C'est génial parce que t'as le sorbet déjà qui te prend la bouche tout de suite. Et puis quand t'as la surprise du chocolat... Voilà, le côté gourmand, quoi. Voilà, un peu on se régale. Avec l'oseille. En fait, il en faut pas trop. Allô? Virginie? Oui. Salut, c'est Alain Cohen. Ah oui, bonjour. Là, je sors de chez un des chefs pour lesquels je suis venu chez toi. Et je viens de lui faire goûter tes fleurs et il a trouvé ça magnifique. Il a dit ça, c'est du vrai travail. Alors, ça m'a fait vachement plaisir. Ouais, pétard, ça fait plaisir. Ouais. Et puis vraiment, c'est un fou des produits et il a été vraiment séduit par la qualité de ce que je lui ai montré là. Ouais, c'est trop beau. Salut Virginie, bye. Alain Cohen retourne à Rungis pour un rendez-vous très particulier. Bienvenue à bord. On est reçus comme des rois là. Je pensais qu'on ne peut pas les juger. Et mes pistons, vous avez pour plusieurs de 5 Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour. Bon, ça va les gars? Comment ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir. Moi, j'ai bien connu le Delance. Antoine. Monsieur qui a connu. Ça va, Mimi? C'est super. Et lui, tu l'as connu, mais tu le reconnais pas. Ma maman. Jordan, lui, n'aura pas le temps de déjeuner avec eux. Il a obtenu son bac de poissonnier, mention bien, et il est déjà en pourparlers pour travailler à Rungis. Non mais Alain, J'ai un cadeau d'anniversaire. oh, t'es trop gentil. Bah, tu lui donneras un petit foie gras pour Noël. Non mais avec plaisir. Merci. C'est gentil à vous. Regardez la tête des gens, l'amour qu'on peut avoir pour les voisins, pour les gens de Rungis. Parce qu'ils aiment leur métier. Comme ils aiment leur profession, bah regardez leur tête. Et les produits qui travaillent. Ils aiment les produits qui travaillent. Monsieur que je connaissais pas il y a 5 minutes. Et on va se marier la semaine prochaine. Son fils n'est pas au courant. Alors, toi, tu me piques pas l'héritage, hein. Interdit. Des turpales qui s'emballent, des camions qui les ballent, des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, des saveurs infinies, des parfums nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, la ligo, le champagne coule à flot. Les vendanges qui régalent, mon bistrot l'idéal. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises qui a livré, contrôlé, à volonté sûr de lui. Investi, producteur, c'est son ami. Top la bandit. Je continue mon périple vers bâtiment E2. J'en oublie le fromage, leur aspect délicieux. Une mangue qui m'attire, son prix me fait fuir. Un oignon qui pleure la vallée du bonheur. Qu'est-ce que tu racontes, baby, pour cette recette pourrie? 5 si tu veux, pas un copec de mieux. Réfléchis pas longtemps, car mon temps c'est l'argent. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises qui a livré, contrôlé, à volonté sûr de lui.